Émission 748. Cette semaine, l'homologramme. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Le complet. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont les messagers de Galactus. Bon, cette année, je les présente à l'instant. Ouais. Le premier, les Télétobies auraient fait moins leur smat si c'est sa face qu'on aurait vue dans le soleil. Simon Chénier. C'est quoi la face que tu aurais faite aux Télétobies, sinon? Oui, c'est ça. Cette non-expression-là dans laquelle tu peux projeter toute intention. Exact. C'est terrifiant. L'effet Kuleshov, messieurs, dames. En direct sur YouTube, Twitch. Est-ce que j'ai l'air bête? Est-ce que je suis gêné? Est-ce que je veux juste pas parler? Est-ce que c'est mon sourire? C'est peut-être ça. On sait pas. Hein? Ben, envoyez votre opinion à ben@mystérieuxétonnants.com. C'est quoi le sourire de Simon qu'on voit en ce moment? Hey, Simon, c'est juste toi puis moi cette semaine. Oui. Parce que la maladie s'est emparée des Mystérieux Étonnants. Non, je vous rassure. Juste Laurent qui est malade là, pour l'instant, mais Jake pouvait pas. Puis Marilyn va revenir après la fin du mois, là, d'ici juin. Okay. Donc, c'est juste Simon puis moi cette semaine. Donc, ça va être peut-être un petit peu plus court là, parce qu'on s'entend de faire un show de 2 heures. À 2, ouais. C'est long, là, c'est demandant. En même temps, faites-en donc un show à chaque semaine depuis 16 ans. Hein? Hein? On l'a-tu dit? On l'aurait dit en tabarnak. Oh, il y a des Patreons qui viennent de quitter. Mais grosse journée aujourd'hui quand même. Simon, sais-tu qu'est-ce qui s'est passé cette journée-ci en 90? Oh! J'imagine que c'est la sortie d'un film. Non, mais c'est la sortie d'un homme, par contre. Oh, d'un homme? Oui, la sortie d'un homme. La naissance de quelqu'un. Ben, la naissance, si on croit que la mort est une deuxième naissance, oui. Mais non, sinon, c'est le trépas de quelqu'un d'important, okay. Particulièrement pour Laurent et moi. La mort de quelqu'un. Qui est important pour toi et Laurent. Ouais. Et c'est pour ça que c'est symbolique que Laurent n'est pas là aujourd'hui. Je me dis, tout est dans tout. L'univers nous parle ainsi. Vas-y, j'ai aucune idée. Jim Henson, créateur des Mopettes, qui est décédé le 16 mai 90, à l'âge de 53 ans. Il nous a quittés il y a très longtemps de ça. Mais sa mort fait encore écho aujourd'hui. Et tout le monde qui a travaillé avec Jim Henson disait à quel point c'est un homme agréable et très créatif. Et là, j'ai vu ça passer sur Internet parce que sur Instagram, je suis des comptes de Mopettes. Oui, j'ai cette maladie-là. Et là, je dis, voyons, Colin, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Donc, à 53 ans, le 16 mai 90. Mais sinon, j'ai des bonnes nouvelles. C'est ça, là, tu commences avec la mort de quelqu'un. Il semble que je commence avec la mort de quelqu'un depuis il y a longtemps. C'est quelqu'un qui est mort aujourd'hui? Il y en a du monde qui sont morts aujourd'hui. Oui, je te garantis qu'il y en a si on cherche. Je ne pas de joke, là. Mais non, c'est des petites nouvelles de début de show. Mercredi, le 18 mai, là, je vais le faire comme du monde parce que la semaine passée, j'ai vraiment l'impression que j'ai scrappé l'annonce que je voulais faire. Mais ce mercredi, 18 mai, à l'Atomic Café dans Hochelaga, c'est le lancement de notre amie Cab, autrice du nouvel album U-Town, qui est disponible chez Nouvelle Adresse. L'album est disponible d'ailleurs depuis aujourd'hui, mais si vous voulez faire dédicacer votre album directement de Cab, c'est ce mercredi, 18 mai, Atomic Café. Soyez là à 15h dans Hochelaga. Donc là, c'est fait. La semaine passée, j'ai mélangé tout ça. Là, c'est clair. Puis en plus, c'est la semaine de la sortie. Donc, si vous avez la chance d'être dans le coin pour encourager Cab en personne, ça se fait. Tu penses y aller, toi, Simon? C'est comment par rapport à... C'est quel jour, déjà? C'est mercredi, le 18. T'as 5 minutes de chez vous. Ouais, mais je travaille, puis après, je vais me faire vacciner. Mais je vais voir si je peux mettre ça entre les deux. Là, c'est bon. Moi, je suis allé jeudi. Moi, je suis allé me faire shooter jeudi. Ouais, ça s'est bien passé. On nous demande qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles de Gaston Lagaffe. On laisse ça à Décideret. Oui. On laisse ça à Décideret. Allez écouter samedi prochain l'épisode de Décideret, un dossier complet par Julien Bernatchez. Il nous l'a promis. C'est ça. Dites-leur que c'est les mystérieux qui vous envoient. D'ailleurs, c'est bon, Simon, que tu fais un pont vers Décideret, parce qu'on a un ami qui sera présent à Décideret samedi prochain. Oui. Là, toi, tu peux deviner. Deux raisons pour l'écouter. La première raison est bien sûr le dossier de Julien sur Gaston Lagaffe.
Ouais. Attends, 3 raisons. La première raison, c'est que c'est bon. Oui, oui. C'est fun. Bon, c'est malade. Après, le grand dossier sur Gaston Lagaffe par Julien Bernatchez. Oui. Et, vas-y. Et Jake Dion sera l'invité de cette semaine à des CDR, donc ce samedi, pour aller plugger, parler de son album Chanson Noire. Je pense que je l'ai un peu appris à Jake, parce que j'écoutais le show. Puis là, Julien disait « Ah ouais, on va peut-être recevoir Jake », parce que Étienne Forêt, notre ami Étienne Forêt de Décideret, allait parler de l'album. Et j'en ai parlé à Jake. Je disais « Hey, c'est cool, tu vas être à Décideret la semaine prochaine. » Il dit « Ah oui? » Puis là, il dit « Ben, t'étais pas au courant? » Puis là, il m'a répondu 2 heures plus tard. Oui, c'est beau, c'est réglé. Je viens de régler ça avec Julien. Donc, Jake va être là samedi. Donc, gros show. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va dire. Il va sûrement faire des jokes de nez. Puis dire à quel point tu es extraordinaire, Simon. Parce que, ou peut-être pas parler de nous autres. Il pourra parler d'une BD. Ben, il va parler de son album, j'espère. Il va parler de son album. D'ailleurs, un des albums les plus vendus chez Planète BD au cours du mois dernier. Donc, bravo à Jake. Puis, c'est un grand succès. Ben oui. Ben, puis, c'est son premier album qui est écrit. Fait que j'espère que ça lui donne un petit peu de confiance dans ses capacités d'écriture. On est très fiers de lui, notre ami. Il est partout, là. Ça va bien, ses affaires à Jake. Donc, encouragez-le si vous n'avez pas eu la chance dans votre comic shop, votre librairie locale, commander Chanson Noire chez Glénat Québec, notre ami Jake Dion, qui sera présent à Décideret samedi. Mercredi, c'est le lancement de câble. Puis Jim Henson est mort en 90. Donc, c'est ça mon entrée de show, Simon. Ouais, c'est pas pire, pas pire. On se débrouille comme on peut, là. Oui. Ça réchauffe. C'est ça. On a vu de la vieille. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Écrit maison. Toi, toi puis moi, ça fait au moins sur les 16, t'es là au moins depuis 14. 14, ouais. T'as-tu réalisé ça? 14, oui. Aïe. On aura un enfant ensemble, là. Il aurait eu 14 ans aujourd'hui. Wow! C'est en train de checker, voir s'il fait ses devoirs, puis s'il ne prend pas de la drogue. Je sais pas si on aurait pu le convaincre de ne pas prendre de drogue, mais de faire ses devoirs, je pense qu'on aurait été capable. Moi, je pense que oui. Ça va bien. Il va bien grandir. Il va donner quelqu'un d'important plus tard. Il va avoir du fun. C'est surtout ça l'intentionnel. Mais là, dans le fond, là, je me sens plus comme... toi, t'es comme le papa, puis moi, je suis l'autre papa, mais qui est arrivé après. Fait que c'est pas mon enfant, mais je le traite comme mon enfant. Puis des fois, t'as pas le choix de faire un petit peu d'autorité, puis ça te met mal à l'aise. Exact. Ouais, ça. Moi, j'ai eu des belles-mères qui ont essayé de faire ça avec nous autres quand j'étais jeune. Pas bien m'a fonctionné. Je te dis, les trois, ça crissait pas mal. Mon frère, ma soeur et moi, on est un peu tête de cochon quand on veut. Fait que les belles-mères, ils l'ont pas eu difficile. Toi, tête de cochon, voyons. Moi, je suis focus, man. C'est comme, si tu me convaincs du contraire, on va le prendre. Mais il faut que tu me convainques, par exemple. Il faut que tu me trouves des arguments. Ouais. D'ailleurs, on a notre ami Laurent Boutin qui est en ligne. Je viens de voir qu'il vient de mettre un message. Il était sans forme pour aller sur Internet. Ben oui, il commence. Il est pas mourant. Il a écrit ça, des phrases complètes, pas de faute. Je suis sûr que Julien m'avait envoyé un virus pour que je puisse pas voler son Thunder de Gaston d'aujourd'hui. Ça, c'est la grande conspiration de 2022, Laurent. Je pense que tu as raison. Ouais. Mais en même temps, il est occupé, Julien, de ce temps-ci. Il a trouvé des souliers dans la rue la semaine passée. Il y a bien des affaires à faire. D'ailleurs, ils ont un show aujourd'hui, les Picbois, chez Ernest. Je sais que notre ami Guillaume Boldoc fait des soirées d'humour à l'Ernest sur Saint-Hubert, ici même à Montréal, les lundis, pendant qu'on fait le show. Fait que je peux jamais aller voir Boldoc à cause de ça, mais j'aimerais ça à un moment donné. Je sais pas, je peux pas me libérer vraiment le lundi, mais aller voir son show. Mais les Picbois sont là, justement, aujourd'hui. Bon, c'est assez là, de plugger nos amis, là, puis tout à quel point ils sont extraordinaires. Qu'est-ce que tu as de ton côté, Simon? T'as-tu une anecdote? T'as-tu quelque chose? J'ai pas d'anecdote. Il se passe pas grand-chose ces temps-ci. Tu t'es acheté une mobilette, par exemple? Je t'ai vu avec une mobilette vendredi. C'était une mobilette. Un vélo électrique. Il était électrique? Oui. Ok, j'étais ben trop sous pour réaliser qu'il était électrique. Oui. Puis, ça va bien, mais je veux surtout m'en servir pour aller au travail, là, parce que le transport en commun, le moins possible. Oui, s'il te plaît, moins possible. Comment ça se passe pour toi? Puis on peut ne pas parler de ça aussi, là, c'est sûr, là, mais aller au travail puis tout. Ah, ça va. Moi, je suis hybride, donc je travaille des fois chez nous, des fois au bureau. Puis le bureau, il n'y a pas grand monde, il y a encore les masques, tout est bien clean et bien... c'est fédéral, je pense. C'est pour ça qu'il y a encore les masques là-bas. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'il y a comme... C'est un peu vague, là. On a reçu un courriel là, qui dit comme à l'intérieur, portez-le, mais c'est pas clair. En tout cas, moi, je vais le porter le temps que je vais me faire vacciner. Là, puis, parfait. Après, dans 2-3 semaines, là, je vais peut-être juste moins stressé,
mais tu sais, quand même, je serais pas exprès. Là. Non, c'est ça. Je pense pas aller dans un mosh pit demain, mais moi, je t'avouerais que... puis, écoute, on va parler d'autres choses après, mais moi, ça me cause beaucoup d'anxiété aller dans les magasins avec des gens non masqués. Je trouvais que c'était une solution pour un maximum de résultats, pour un minimum d'efforts. Mm-hmm. Et je trouve ça vraiment dommage. Là. J'ai l'impression que c'est un move politique de marde. Là. Il y en a que c'était compliqué, hein? Ah oui, c'est encore aujourd'hui, ils tiennent mordicus. Puis moi, je vais porter mon masque, mais je vais me faire écœurer, c'est sûr, en allant dans les boutiques. Là, C'est sûr qu'il y en a qui vont écœurer. Ils attendent juste ça. Là. Ça fait 2 ans là, qu'ils attendent juste ça. Mais, tu sais, comme là, moi, le prochain booster, je l'ai eu. Ça va. Moi, j'ai comme fait ma paix avec ça, dans le sens où ça va être de même pendant un bon bout de temps. Ouais. À chaque 3-4 mois, puis jusqu'à temps qu'il y ait des choses, que la science évolue. Ouais, des trucs en préparation, c'est vraiment super intéressant. Les vaccins nasales, super intéressant, les lire là-dessus. Donc, on s'attaque à la source. Moi, ils sont mieux d'être préparés, par contre. Parce que, tu sais... Et d'abord, il va t'en falloir 2-3. Moi, tout de suite, deuxième booster. Okay, c'est toi qui manque de ton propre nez. Moi, je sais. OK, c'est le mononcle en moi qui embarque. J'ai écouté le rap de Klaxon juste avant l'émission, fait que je pense que c'est un peu... Moi, le Klaxon me fait beaucoup rire. Fait que les jokes de perte, vous le savez, c'est ma kryptonite, là. Puis je pense que c'est la 10e fois que je l'écoute en une semaine, le rap de Klaxon. Puis à chaque fois, je découvre de quoi de nouveau. Il y a des layers dans Klaxon. Ah, Klaxon, ouais. Il pourrait avoir un lore, mais tu sais, c'est un peu quoi. C'est un peu. Un WikiHow Klaxon? Ouais, peut-être. Il y a sûrement des théories là, qu'on peut ramener ça à bien des affaires. Oui. Tu sais, comme la théorie là, que toutes les émissions de télé sont dans la tête d'un petit gars. Parce que à cause d'une finale d'un show de télé qui est Saint-Elsewhere. Attends, OK. Il y avait la série Saint-Elsewhere qui était un genre de urgence ou ER, whatever. C'est un vieux truc, ça? Ouais, des années 80. Là, il y avait Denzel Washington qui jouait là-dedans. Puis c'était à la TV. Wow. Mais le dernier épisode, on a appris que toute la série se passait dans la tête d'un petit garçon autiste. La série au complet, pas juste toute la série. Ben voyons donc. Mais l'affaire, c'est que cette série-là, il y a eu des crossovers avec d'autres séries. Ah. Puis là, j'ai vu, à un moment donné, tu commences à fouiller, puis il y a comme un tableau que j'ai vu. Des liens avec tout, puis tu pouvais partir de tout ça, puis te rendre à Star Trek, à Seinfeld, aux Simpsons. Tout était quasiment dans la tête de ce petit gars-là. OK. En pensant, en disant, tu sais, si ce personnage-là, il est dans cette série-là, puis là, cette série-là utilise une compagnie qui est dans aussi l'autre série. Oui. Tu sais, puis... Dunder Mifflin, puis donc The Office, c'est aussi dans la tête du petit gars, puis... Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même juste... Si tu réussis à le rejoindre avec une série, puis là, dans cette série-là aussi, il y a eu d'autres caméos, des crossovers, puis tout. Fait que, à un moment donné, ça devenait comme une espèce de gros tableau de tout est relié à cette affaire-là. Non, mais fucked up, mais j'aime ça. Ouais. C'est comme l'épisode dans la 3e saison des Invincibles, qu'on voit Madame Bourrette, la marionnette d'À plein temps, qui danse en background. Ça veut dire que l'univers de À plein temps et des Invincibles est le même. Exactement. Oui, et on a posé cette question-là à Jean-François Rivard quand il était venu il y a bien longtemps de ça. Wow. Je me souviens pas ce qu'il avait répondu. Je me souviens pas. Ça fait longtemps. Faudrait qu'on le réinvite. On avait parlé de le réinviter. Il faudrait qu'on fasse ça. Dans la cour de Laurent, quand il va aller mieux. Laurent, fais-nous signe là, si tu étais encore en vie. Là. J'ai vu que tu étais dans le chat. Donc, fais-nous signe. En tout cas, il y a de l'énergie pour écrire. Oui, mais je me souviens plus c'est quoi le lien avec Klaxon, là, mais bon. Ouais. Klaxon est dans la tête du petit gars, puis nous autres aussi. Puis, ouais, c'est ça, on est tous là. On est le rêve d'une créature qui dort depuis des millénaires, puis la noirceur, puis tout. Là. Fait que, oui, d'ailleurs, il y a comme un auditeur qui m'a écrit, je pense que c'est hier, durant le Que faites-vous de geek en ce dimanche après-midi, qui me demandait c'était quoi le film que Laurent et moi, on avait trippé inspiré de Lovecraft. Puis là, j'ai dit, hey man, je sais même pas ce que j'ai mangé comme pour déjeuner, j'ai aucune idée. Mais pour les gens qui se posaient des questions par rapport à ça, toute la série de Gu Watanabe inspirée des écrits de Lovecraft en manga, c'est vraiment génial. Fait que allez jeter un coup d'œil à ça. J'ai commencé à relire la série, puis c'est du bonbon. C'est des années-lumière du manga typique, vous imaginez dans votre tête, c'est un manga plus, disons, adulte, bien sûr inspiré des héritiers de Lovecraft, et c'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Laurent dit qu'il est en mort, mais en vie. Au moins, tu es en vie, Laurent, ça, c'est ce qui est important. Reviens-nous vite. Qu'est-ce que tu avais de ton côté, Simon? As-tu des nouvelles, toi, de ton bar?
Ben oui, mais tu sais, j'ai les sorties Blu-ray, j'ai aussi les BD, les petites reviews de bande dessinée. Je sais pas qu'est-ce que tu aimerais mieux pour commencer. Vas-y donc les BD. Les J'aime BD. bien ça, mais ça m'épate tout le temps la quantité faramineuse de BD. Moi, tu sais, je lis la moitié d'un goût Watanabe, mais toi, tu as lu pendant ce temps-là toute la run de Jack Kirby, de je sais pas quoi. Puis... Ouais, ben je continue ma lecture du Claremont-verse de Uncanny X-Men. Là, je suis rendu au... parce que je lis les Masterworks, puis je suis rendu au 8e. Ça, c'est les grosses éditions qui étaient en cartonnier dans le temps. Ouais, t'as à peu près 9 numéros par édition, tu sais. Puis je trippe vraiment beaucoup. C'est le fun parce que là, tu sais, je tombe dans un bout où là, il y a des nouveaux personnages, puis tu sais, là, il y a la première apparition de Rogue, les Broods sont là, il arrive tellement d'en faire, puis tu sais, je lisais ça, puis ce que je trouvais le fun, c'est que pour lui, ben, je suis pas, j'imagine, ce qui est le fun, c'est qu'il crée tout un univers, puis à cette heure, quand tu sais, quand les gens commencent à créer des nouveaux personnages ou changent des trucs, on est bitch. Tout le monde capote. Tandis que là, ben, il fait juste créer, puis non-stop. Puis des éléments qui sont encore là aujourd'hui. Tu parlais de Brood dans Run de Jason Aaron de Avengers que je suis en train de lire en ce moment. Il y a les Broods qui sont là, qui sont une créature extraterrestre très inspirée des aliens, un croisement des insectes. Là. Ouais, c'est des xénomorphes qui parlent. Oui, avec des grosses dents. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, je suis passé à travers la Phoenix Saga, la Dark Phoenix Saga, Days of Future Past, mais tu sais, dans le fond, qui est juste deux numéros, mais quand même. Puis il y a aussi, c'est ça, là, je suis rendu à un numéro où c'est la deuxième fois que Rogue est là. Puis on a comme l'origine de quand elle a volé les pouvoirs de Miss Marvel. Mais on le voit pas, mais c'est dans un... Ça, j'ai trouvé ça le fun parce que il y a un annual de Avengers qui est écrit par Chris Claremont qui parle de tout ça, mais qui est dans la collection. Fait que, ils l'ont mis dedans. Ouais, c'est ça. Il est même pas sa cover, il est même pas annoncé, mais tu l'ouvres, puis il est là. Puis, fait que là, tu catches... comment c'est arrivé, mais aussi le personnage de Carol Danvers dans ces années-là, son origine est, je pense, très différente du film. Puis il y a comme... Il y a tellement d'affaires dans cette BD-là qui est le fun. Je veux pas trop en parler parce que je finirai jamais, mais c'est vraiment une lecture le fun, même si c'est du vieux comique. Très verbeux. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu lis, puis là, t'es comme, voyons, le numéro, il finit jamais. Ouais. Puis il y a juste 32 pages, 22 pages. Ouais, c'est ça. Il est aussi long que n'importe quel autre, mais... puis à un moment donné, tu pognes comme... tu skips des bouts, surtout dans les batailles. Je pense que j'en avais parlé dans les autres shows, quand ils disent qu'est-ce qu'ils font ou tout, mais des fois, on dirait que c'est le fun aussi parce que tu as de l'exposition que tu as besoin parce que sinon tu comprendrais pas ce qui se passe. Mais c'est ça, je me demandais si tu coupais ces affaires-là. Est-ce que tu passes par-dessus complètement ou... Ça dépend. On dirait que je suis capable de jauger. C'est quand que je peux skipper ou pas. Puis ça se fait quand même bien, mais c'est souvent dans les scènes d'action, j'ai pas besoin de la narration plus de ce que les personnages pensent. Je le vois quand même assez bien. Ça fait partie du charme aussi, c'est le comique de cette époque-là. Ouais, c'est ça. Puis justement pour un peu... parce que là, j'étais vraiment juste en train de lire ça. Je me suis dit, attends, là, il y a plein d'autres affaires qu'il faut que je lise. Puis là, je me suis dit, je vais casser ça, puis je vais lire du Bendis. Oh! Puis là, je suis rendu à la moitié de sa run sur Daredevil. Oui, excellente run. Oui. Où l'identité Daredevil est révélée au public. Exact. Là, moi, dans le temps, j'avais comme pas lu le début, puis j'avais embarqué un peu après. Puis j'avais lu ça, mais là, ça faisait longtemps. Fait que c'est le fun de se remettre dedans. Je suis rendu au bout, justement. Daredevil s'auto-proclame le Kingpin de Hell's Kitchen. Puis c'est vraiment... C'est très différent, Bendis. C'est très dark aussi. Mais c'est aussi verbeux. Oui, c'est très verbeux. Parce qu'il parle beaucoup, mais ses personnages parlent plus comme du monde normal. Mais c'est le fun de revisiter ça. Très dark, très
Je pense que Daredevil est un de mes personnages préférés. À chaque fois que je retourne là-dedans, je suis comme c'est comme le fun. Là. C'est entre le très dark puis un peu de couleur, mettons. Ça dépend qui l'écrit, là, mais tu sais, Bendis puis ce que Zdarsky a fait récemment, ça se ressemble un peu. Il y avait Ed Brubaker aussi entre les... Puis il y en a eu d'autres, là, mais je trouve que la transition Bendis, Ed Brubaker, qui... Tu sais, Ed Brubaker, faut beaucoup de... avec ses BD Criminals, fait dans le crime, dans le... Je dirais pas de true crime, mais le récit noir de détective. Donc, ça fonctionnait. Je pense que Daredevil, à cette époque-là, au début des années 2000, c'était une des séries les plus sombres du Marvel U. En BD, ça ressemblait à rien de ce qui se faisait ailleurs. Ouais. Puis surtout, c'était sous l'étiquette Marvel Knights, qui avait commencé avec Kevin Smith, qui avait comme tué Karen Page. Puis là, c'est ça. Là, ça commence. Le Kingpin est aveugle. Il y a comme un autre dude qui veut le tuer. Là, il y a l'identité de Daredevil qui est révélée. En tout cas, il se passe pas mal d'affaires. Puis, tu sais, là, il a rencontré une fille qui va devenir sa blonde, qui est Mila Donovan, qui, elle aussi, est aveugle. Puis, je me souviens que son destin aussi est très tragique, mais c'est dans la run de Brubaker où il y a un personnage qui l'a rendu... c'est pas folle? Ouais, comme un peu de la démence, là, je sais pas trop. Puis là, Daredevil essaye de trouver une solution, puis il n'y en a pas. Fait que ce personnage-là, sa vie est ruinée à cause de Daredevil. Les blondes de Daredevil, là. Hey, man! Si vous sortez qu'un gars qui s'appelle Matt Murdock, là, pensez-y 2 fois. Là. Ouais. Il y a le trope chez je pense que c'est chez Marvel, non, DC Comics, c'était Women in Refrigerators. Ouais. Parce que ça arrivait aux copines de... voyons, Colin, j'ai un blanc de mémoire. Green Lantern. Green Lantern, mais le jeune... Il appelle ça fridging maintenant. Fridging, OK. Ouais. Bon, ben, mais Daredevil aussi, là, il y a comme une curse sur les copines de Matt Murdock pendant longtemps. Je me demandais si on allait voir ça dans la série... dans la série télé. Hey, vont-tu en faire le film de Daredevil, là, qu'on en finisse? Là? J'ai vraiment hâte de le voir. On veut juste savoir. Là. On veut juste voir ce qui va se passer là, avec ce personnage-là. Bon. Aussi, j'ai lu le premier numéro de Amazing Spider-Man qui vient de commencer. Numéro 1, ben oui. Ouais, un nouveau volume Je l'ai. par Zeb Wells et dessiné par John Romita Jr. Ça divise beaucoup les gens. Pourquoi? Je l'ai pas lu encore. Je pense que je peux quand même spoiler le premier numéro parce que, je veux dire, c'est juste le début. Ouais. Mais il y a quelque chose qui se passe au début qu'on comprend que Spider-Man a dû faire un choix, ou je sais pas trop. Et là, ça l'a mis en froid avec tout le monde, y compris Mary Jane et Aunt May. Puis là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un peu ça la BD. Aussi, le méchant, comme... il focus beaucoup sur Tombstone. Je trouve boring, moi, Tombstone. Mais là, il est un petit peu... c'est intéressant, parce que dans la run précédente, la fille de Tombstone, qui est une autre super vilaine, je me souviens plus de son personnage, mais elle sort avec l'ancien coloc à Peter Parker, qui est pas Boomerang, mais qui est le fils de Robbie, l'éditeur en chef, ouais. Fait que là, il y a cette situation-là, puis la BD finit avec Mary Jane qui a 2 enfants avec un dude. What? Ouais. Puis là, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais il y a tellement de monde qui sont en tabarnak, puis c'est comme, crime, c'est juste le premier numéro, il va avoir une raison, il va avoir une explication, donner le temps à la série de continuer. Ouais, mais le monde sont en crise, mais c'est tout le temps les mêmes... Je veux pas faire mon... On sait de qui les Guy Canal, là, qu'importe ce que tu fais, là, ils vont chialer, ils vont trouver moyen de critiquer la bande dessinée. Là. Ouais. Puis moi, personnellement, je suis content de revoir John Romita sur du Spider-Man parce que je pense que quand j'ai commencé vraiment à lire Spider-Man, c'était lui qui était sur le titre. Avec la run de J. Michael Straczynski. Ouais, mais un peu avant. Même avant. Ouais, avant, puis dans les années pas comme fin 90, là, puis je sais pas, je suis nostalgique de ce Spider-Man-là, fait que c'est le fun de le revoir. T'sais. J'ai essayé de les repogner, ils ont refait des éditions de luxe à un moment donné de cette run-là, puis là, c'est sold out, puis c'est genre de
que tu essaies de pogner, que ce soit dans un comic shop ou ailleurs, puis c'est ridicule le prix. Là. Ça serait le fun de les rééditer. Puis il a fait je pense 6 éditions de luxe parce que je pense J. Michael Straczynski a fait cette série-là pendant quoi? 6-8 ans? Facile. Pendant plusieurs années. Puis c'était... on s'entend, il est parti en froid. Il avait commencé à travailler sur Thor. Il y a eu One More Day. Ouais, la finale est un peu controversée. Et moi, elle m'avait pas dérangé tant que ça. J'ai compris pourquoi on est allé là. Rendu là, ça m'a pas dérangé. Moi, je trouvais que c'était une drôle de façon de changer le statu quo. Mais, c'est de le ramener à ce qui était plus auparavant. Là. C'est ça, mais tu sais, il aurait pu juste faire que le couple chie, tu sais, ça arrive. Plutôt que de faire un deal avec le diable pour... En tout cas. Mais bon, c'est avec Mephisto. Avec Mephisto aussi. Mais là, je commence à apprécier de plus en plus Mephisto avec ce qui se passe dans tout le Marvel présentement. Ouais, Jason Aaron, puis il est ailleurs aussi. Là, en tout cas. Moi, je suis au trade 7 de la run de Jason Aaron. Donc, je pense que le trade 7, c'est celui avec Moon Knight. Puis là, je viens de finir la série sur Disney+. Et j'ai pas commencé encore. L'artiste a changé pour ce numéro-là. Je crois qu'ils ont donné un break à Ed McGuinness. Ouais. C'est spécial. Là. Tu sais, des fois, il faut que tu t'habitues. Là. Tu lis plusieurs trades, puis tu es habitué avec un artiste. Puis il y a d'autres obligations où il faut qu'il prenne une pause parce que là, il fournit depuis, mettons, 2 ans. Donc là, ça change d'artiste, puis il faut que tu t'habitues un petit peu, mais sur le coup, j'ai fait « Oh, OK, oui, on n'est plus à la même place. » Mais c'est que j'ai du fun. Tu sais, quand tu disais que la run de Jason Aaron, c'est wacky, avec des concepts très comic bookiens, un peu épais, là, on s'entend, c'est pas... mais c'est assumé complètement. Ouais. C'est juste du gros fun. Le nouveau Ghost Rider, qui est un kid de L.A., c'est son char qui est possédé par le Spirit of Vengeance. J'adore ce personnage-là. Il y a une séquence dans le trade que je viens de finir où il va conduire à travers les étoiles avec son char en feu. Puis c'est exactement ce que tu disais, là. C'est con, mais c'est le fun. Ouais. Puis c'est assumé complètement. Puis ça ressemble à rien de ce que Jason Aaron a fait auparavant, parce que si tu regardes sa run de Thor, puis les trucs qu'il faisait chez Vertigo, chez DC avant, on est ailleurs. Là. C'est beaucoup plus humoristique, entre guillemets. C'est pas Scalp, en tout cas. Non, c'est vraiment pas Scalp. Vraiment pas. On est vraiment ailleurs. D'ailleurs, je voulais te dire qu'à un moment donné, il faut que tu lises il y a comme un event à côté qui se passe entre des numéros qui s'appelle Heroes Reborn. OK, ouais, je l'ai vu passer. Ils font référence, mais je sais pas c'est quoi. C'est pas le Heroes Reborn des années 90. Non, c'est un autre événement de Jason Aaron avec les personnages de sa run de Avengers. C'est juste que il y a comme de quoi qui arrive qui fait que là, c'est l'espèce de copie de Justice League, là, le Squadron Supreme, qui est comme les super-héros, puis Avengers n'existent pas vraiment. OK. Puis là, il y a juste Blade qui s'en souvient. Puis là, il essaye de recruter tout le monde, puis là, de dire comme... Déjà là, que Blade fasse partie des Avengers dans la run de Jason Aaron, c'est du bonbon. Allez, jetez un coup d'œil à ça, là, si on est ailleurs. Là. T'avais-tu autre chose dans tes lectures? Juste, j'en parlerai pas longtemps, mais il y a Hulk Grand Design numéro 2, qui s'appelle Madness, qui est sorti. Puis je pense, de ce que je comprends, il va juste avoir 2 numéros, parce que la fin, disons qu'on arrive où à peu près, où ce que Hulk est. Donc, je pense pas qu'il y ait d'autres choses après. Pas aller plus loin. C'était bien. Je pense que la fin est un peu rushée, d'après moi. Pas au niveau du dessin, mais plus au niveau de ce qui essaie de... sur l'histoire de Hulk, j'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup plus d'affaires, puis c'est comme vraiment condensé. Mais sinon, c'est super bon. Là, pour les gens à la maison... bon résumé de l'histoire de Hulk. C'est ça que je voulais te demander. C'est un résumé, en fait, parce qu'ils ont... Marvel a fait X-Men Grand Design, 3 gros numéros qui repensent rapidement là, la vie des X-Men, l'historique des X-Men. Ils ont fait un équivalent Fantastic Four qu'on a lu, qu'on n'avait pas super apprécié. Ça semblait être une commande, puis c'était pas très intéressant. Et là, toi, Hulk, tu le suggères ou tu penses que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Peut-être, j'imagine qu'il va y avoir un numéro qui collecte les deux, là, mais ça vaut la peine. L'art est superbe, puis c'est le fun. Là, Jim Rugg, c'est ça? Oui, Jim Rugg. Le compatriote du gars qui a fait aussi Grand Design au niveau du dessin et l'écriture. Moi, j'ai des petites nouvelles de... Regarde, on va continuer avec une nouvelle un petit peu saugrenue de comic book. Vas-y. Parce que je l'ai vu, en fait, tout à l'heure, avant l'émission. Je me disais, écoute, on est juste Simon et moi cette semaine. Fait que je vais essayer de trouver de quoi de très comic bookien. Puis c'est le concept le plus comic bookien
on parlait de wacky tantôt, là, on est dans cette veine-là. Peter Mulligan et Michael Allred travaillent sur un titre des X-Men qui s'appelle The Excellent. Tu sais, c'est quoi? C'est quoi? C'est une nouvelle team de genre de jeunes mutants? C'est la suite de Ecstatics que je suis en train de lire aussi. Là, je l'ai mis sur pause, là, mais c'est comme des mutants qui sont une équipe qui passe à la télé. Fait que c'est comme une espèce de reality. Ouais, c'est ça, mais sur eux. Ils sont plus un produit, puis tu sais, de la façon que je lis ça, sont vraiment externes au monde, au reste, là, à part que Professeur X qui est là un moment donné, mais puis là, pour Excellent, j'ai pas regardé c'était quoi, parce que je voulais pas me spoiler par rapport à où ce que je suis rendu. Mais j'ai aucune idée même si ça parle de Krakoa ou pas. Là. Ça semble pas être lié à Krakoa de ce que j'ai vu, donc les événements de la run de X-Men de Jonathan Hickman, qui a quitté les titres là, par ailleurs. Là, je pense pas que c'est lui qui est l'architecte de X-Men encore, mais on sent encore les répercussions de son excellente run sur les X-Men. Excellent, le numéro 3 va sortir ce mercredi, donc le 18 mai, en même temps que le lancement de Cab à l'Atomic Café. Donc, Peter Mulligan et Michael Allred, pour l'occasion, créent un nouveau personnage du nom de Fluff. Et là, quand je disais que c'était wacky, complètement ridicule, c'est un mutant qui est capable de générer à volonté de la petite mousse de nombril avec des compositions chimiques différentes. Donc, c'est du high concept rigolo, mais entre les mains de Peter Mulligan et le dessin de Michael Allred, on s'entend que c'est complètement assumé et ça doit être succulent. Si ça vous intéresse, ça sort ce mercredi. Peut-être attendre le trade ou le lire sur Marvel Unlimited quand ça va sortir, quand ça sera disponible d'ici 6 mois. Je pense à peu près ça, 6 mois là, après la sortie en papier sur l'application. Puis je lisais ça, puis c'est ridicule. Il y a un personnage qui gague parce que ça l'écoeure, puis moi aussi ça m'écoeure, mais je suis extrêmement curieux. Et donc ça sort ce mercredi. Excellent, numéro 3. Et bien sûr, c'est un X. Hein? C-E-L-E-N-T. Mais tu sais, où ce que moi je suis, il y a un personnage, je pense qui s'appelle The Anarchist, puis qu'un de ses pouvoirs, c'est sa sueur. Je catch pas trop comment ça marche, mais ouais, sa sueur fait partie de son pouvoir de mutant. Là. C'est comme de l'acide ou qu'est-ce que ça lui Ouais, permet? je pense que faudrait que je me remette à aller ça. Là, j'étais un peu. On choisit pas son pouvoir de mutant. Non, hein? Des fois, on perd à la loterie du gène de mutant. Donc, si je reste un peu dans le MCU, mais là, on va du côté de la télévision, il y a Variety qui a annoncé que la série humoristique d'animation scène à scène, donc stop motion, de MODOK ne sera pas renouvelée pour une 2e saison. Elle était disponible sur Hulu, mais au Canada, elle est disponible sur Star, l'équivalent, le catalogue, disons, plus adulte des propriétés 20th Century Studios et FX de Disney. Parce que tout ça est rendu une grosse corporation, messieurs, dames, vous le savez, bien sûr. Donc, la série était de Jordan Bloom et de Patton Oswalt qui donnait sa voix au personnage de MODOK, qui est un genre de super vilain, de série D, un peu pathétique, où il essayait de composer avec la perte de son entreprise, qui a été pris d'assaut par une jeune compagnie style Google, avec des pratiques très RH, disons, on rit beaucoup de la culture d'entreprise donc on peut s'imaginer dans Silicon Valley. Et il perdait aussi sa femme et ses enfants, donc la perte de sa femme et de la garde de ses enfants. Puis c'est pathétique, là. C'est un MODOK qui essaie juste de récupérer ses heures de gloire, puis d'essayer de faire un sens de sa vie. C'était bien franchement, pour moi, c'était un hit and miss. Mais plus ça avançait, plus je trouvais que la série trouvait sa voie. Et plus on faisait des callbacks à des éléments qui avaient été instaurés dans les premiers épisodes. Donc, l'univers devenait de plus en plus cohérent. Malheureusement, je ne pense pas que la série a attiré assez l'attention pour en générer une 2e saison. Aussi, il faut dire que ce projet-là avait été lancé initialement sous l'ancienne division de Marvel qui s'appelait Marvel Television, qui maintenant n'existe plus. Ouais. Donc, division qui était gérée par l'auteur Jeff Loeb. Et maintenant, tout ça est ramené sous Marvel Studios. Donc, est-ce que c'est pour ça aussi en partie que la série a été annulée? C'est possible, ça a sûrement joué dans la balance. Mais en tout cas, les premiers épisodes sont tout de même disponibles sur Disney+, donc Stars dans le catalogue de Disney+. Puis ça vaut la peine, c'est une écoute qui se fait très bien. Mais je ne suis pas très surpris que ça ait été cancellé. Mais j'aurais aimé ça voir quand même une 2e saison pour voir qu'est-ce qu'on allait faire avec ce personnage-là. Puis c'est une meilleure façon aussi de jouer avec des personnages qui sont établis grâce au film,
grâce aux comics, grâce aux séries animées qui ont été faites par le passé. Donc, c'était tout le côté ridicule que le comic book peut amener par moment et les réflexions que nous, en tant que lecteurs, puis même cinéphiles, on peut se faire dans notre tête, ils les avaient dans MODOK, puis ça faisait du bien. Puis d'explorer, en fait, le MCU par la porte d'en arrière, si on veut, par un personnage qui est complètement ridicule. Là. C'est une grosse tête qui flotte, là. MODOK, puis il est en tabarnak. Mais c'est ça. Il n'y aura pas de deuxième saison pour MODOK, malheureusement. Qu'est-ce que tu avais d'autre, Simon? Je peux vous faire les sorties Blu-ray. Allons-y pour les sorties Blu-ray de la semaine. Le premier film, c'est The Ghost and the Darkness. Ça sort sur Shout Factory. C'est un film de 96 mettant en vedette Michael Douglas et Val Kilmer. Ah, là, ça va être bon. Et c'est réalisé par Stephen Hopkins, qui a fait Freddy 5 et Predator 2. Ouais, OK. C'est correct. Là, c'est correct, Freddy. Ouais. Voici le Google Translate. Sir Robert Beaumont, joué par Tom Wilkinson, est en retard sur un chemin de fer en Afrique. En enrôlant le célèbre... J'ai vu ce film-là. Ah oui? Okay. Je l'ai vu dans le temps à l'école. Ils l'ont fait jouer à l'école, je sais pas pourquoi. Pour vrai? Ils ont fait jouer ce film-là dans l'école. En enrôlant le célèbre ingénieur John Henry Patterson, qui est Val Kilmer, pour redresser le navire, Beaumont s'attend à des résultats. Tout semble formidable jusqu'à ce que l'équipage découvre le cadavre mutilé d'un contremaître du projet, apparemment tué par un lion. Oui. Après plusieurs autres attaques, Patterson fait appel au célèbre chasseur Charles Remington, joué par Michael Douglas, qui a finalement rencontré son match dans les lions assoiffés de sang. Donc, c'est ça. Spoilers, il y a une technique à la Scream dans le film. Il y a 2 lions. Ah, ou tabarnak! Scream n'a rien inventé. Non, c'est le film The Ghost and the Darkness. Regarde, tu vois, en plus, même le titre Ghostface. Ghost. Oh! Hollywood n'a rien inventé. Non. Puis, checkez bien ça, vous autres, les special features. Oui, vas-y donc. Des sous-titres. Wow! Et un trailer. Hey, OK. On est 97 style, là. Ouais. Le prochain film, c'est Cursed, un film de Wes Craven, sorti en 2005. Encore sur Shout Factory. Et là, vous avez un film, mais 2 versions du film. Donc, 2 versions. C'est ça. La version théâtrale et la version unrated. Ça met en vedette Christina Ricci, Joshua Jackson, Jesse Eisenberg, Judy Greer, Scott Baio et Milo Ventimiglia, qui était le fils de Rocky. Là. Ah oui, ce gars-là. Le jeune ou celui qui est venu plus tard? Celui qui est venu plus tard. Le gars qui jouait dans Heroes, là, me semble. Ouais, celui qu'on voit dans le nouveau... This Is Us. Ah ouais. Ouais, bon. OK. On a des référents différents. Ouais. Donc, voici le Google Translate. Par une nuit au clair de lune à Los Angeles, quelque chose jaillissant de l'ombre pousse les frères et sœurs Ellie et Jimmy à dévier soudainement leur voiture de la route et à plonger dans un ravin. Ah, moi, je viens de voir la pochette, là. Ouais. Ils s'échappent avec leur vie, mais sont jamais changés par l'accident. Soudain, la carrière d'Ellie et le maigre Jimmy se retrouvent dotés d'une force physique accrue, d'une sensibilité accrue et d'un attrait indéniable pour tous ceux qui les entourent. Moi, je pense que c'est des loups-garous. Tu penses, hein? Oui, je pense mais ce qui leur est arrivé cette nuit-là n'était pas un accident et ce qui semblait être le destin était vraiment quelque chose de plus. De nouvelles impulsions les envahissent et Ellie et Jimmy ne peuvent plus contrôler leur nouveau pouvoir. Ils doivent résoudre le mystère et briser la malédiction avant qu'il ne consume complètement tout sur son passage. C'est comme toute une métaphore pour l'adolescence que tu viens de décrire. Oui, effectivement. Il y a un des bonus, si jamais vous n'aviez pas deviné que ça parle de loup-garou, il y a un des bonus qui s'appelle Becoming a Werewolf. Donc, ça spoil un peu le... oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs bonus, là, des affaires, là. Ouais. Des making-of puis des entrevues, au moins, c'est mieux que l'autre. Mais c'est du vieux. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu l'as déjà vu? Parce que non, c'est du plus récent Crave. Ça me dit absolument rien. Non, ça me dit non plus. 2005, je pense que j'existais pas. Non, t'étais là, c'est juste qu'on s'en souvient. Moi, qu'est-ce que je faisais en 2005? Ah oui, j'étais rentré à l'université. Okay. J'ai découvert de la bière.
Ah ouais, c'est pour ça qu'on se souvient pas. On se souvient pas de ça. Autre film, là c'est Treasure of the Four Crown 3D, un film de 83. En fait, ce film-là, tu sais, à un moment donné, je faisais une espèce de... Je regardais des rip-offs d'Indiana Jones. Ouais, des sous Indiana Jones. Lui, j'en avais parlé de celui-là. C'est un film, évidemment, moi, la version que j'ai, c'est un VHS pas 3D, fait que c'est tout le temps du monde qui pointe dans l'écran. Ouais. Des flèches dans l'écran. Qui arrive pas de ta face. Puis... C'est ça. Puis il se passe pas grand-chose dans le film, là, mais c'est un film italien réalisé par Ferdinando Baldi, qui a fait entre autres Django Prepare a Coffin, pas le Django original, mais un autre Django avec Terence Hill. Et c'est écrit et joué par Tony Anthony. Tony Anthony. Ouais, moi, je pense que c'est pas un vrai nom, ça. J'avoue que je serais surpris. Donc, voici le Google Translate. Lorsqu'un ensemble d'artefacts mystiques tombe entre les mains d'un chef de secte diabolique avec des plans pour la domination du monde, c'est au diabolique GT Striker pour les récupérer. Ok, c'est une drôle de phrase. Google Translate, pas bien translate. Avec une équipe hétéroclite de mercenaires, Striker doit combattre des terrifiants ennemis naturels et surnaturels dans un temple aux allures de forteresse où l'enjeu n'est rien de moins que l'équilibre entre le bien et le mal. Alors, préparez-vous pour une aventure inoubliable avec une mise en scène du premier ordre de Ferdinando Baldi, une partition palpitante. Ah, OK, une partition palpitante du légendaire Ennio Morricone. Oh. Et un point culminant apocalyptique enflammé, si réel qu'il vous enverra courir pour vous mettre à l'abri. Ouais, ça, c'est vrai, ça? Il me semble que la fin est plate, là, mais bon. Mais c'est ça, le Blu-ray qui sort chez Kino Lorber a été, bien évidemment, c'est une restauration par 3D Film Archive. Donc, c'est des connaisseurs. Mm-hmm. Et vous avez une version... là, ils appellent ça polarized et analglyphique. Donc, analglyphique, c'est les lunettes, je crois, rouges et bleues. Ouais. Et polarized, je pense que c'est l'autre, les lunettes plus comme noir, gris pâle. Mm-hmm. Je suis pas un expert, là, mais... ou peut-être qu'un des deux marche avec la télé 3D, puis l'autre, c'est juste les lunettes. Tu mets des télé 3D? Ouais. Hey, ça a marché, ça. Ça a duré longtemps. Ben oui. Ouais. Tu vas-tu l'acheter, cette affaire-là? Ou... il est déjà en commande. Ouais. Ah bon. Mais je ferai les tests si je peux. Tu nous feras un grand suivi sur l'état. Le dossier. Oui, le dossier. Comme d'un côté, il va y avoir des sidérés avec Gaston Lagaffe et de ton côté, les lunettes. Exact. Pour le film Treasure of the Four Crowns 3D. Donc voilà. Et il m'en reste 2. Ben oui, il faut prendre qui sortent cette semaine, parce que ceux que je vous ai dit, c'est la semaine dernière, vu que je n'étais pas là. Mm-hmm. Là, cette semaine, il y a le film Without Warning de 1980 avec Jack Palance et Martin Landau et Cameron Mitchell. Réalisé par Graydon Clark, qui a fait beaucoup de films pas très bons. Donc voilà, un groupe d'adolescents se dirige vers le lac pour un voyage de camping relaxant dans les montagnes, ignorant les avertissements du propriétaire du relais routier local. Il y a tout le temps comme un gars à mi-chemin, puis il n'y a pas de dents, puis il est louche. Ah non, elle n'est pas là. Il y a une malédiction à la place. Moi, pour vrai, là, si éventuellement on fait un road trip avec les mystérieux, je sais pas, il y a un fou qui est prêt à payer notre gaz pour qu'on aille faire un show au Saguenay, là. Ouais. Puis quelqu'un qui nous dit... Il paraît que cette place-là est tentée. Moi, je suis comme, hey man, les gars, on décalisse. On y va, on prend même pas la chance. C'est pour ça que je suis pas parent. T'sais, moi, mon kid, il dit, hey, papa, il y a un fantôme. Il y a quoi, il y a un fantôme? Je crisse le feu, puis je sac mon camp. C'est pas comme dans les films. Voyons, t'as l'imagination, mon chéri. Ouais. Non, je sac mon camp. Les choses tournent terriblement mal lorsqu'ils rencontrent un extraterrestre qui lance des disques mortels qui aspirent le sang de leurs victimes. Bon, OK. Ça ressemble à l'autre, là, Angel, Dark Angel, où est-ce qu'il envoyait des CD pour couper des têtes? Ouais.
Le groupe retourne au relais routier pour demander l'aide des résidents éclectiques. Non, t'appelles la police. Dont un ancien combattant fou et un chasseur déterminé. Hein? Bon. Quand vous avez un problème, vous allez à l'halte routière. Vous calissez votre camp. Calissez votre camp de là. Fait que beaucoup de. Je suis surpris, il y a beaucoup de bonus, dont commentaires du réalisateur, interviews avec des acteurs, tout ça, là. Ces affaires-là. Ces affaires-là. Ouais. Et le dernier, c'est un film qui s'appelle Violent City de 70. C'est marqué qu'il y a un film, mais 3 versions. C'est une bonne chose, ça, qu'il y a 3. Ben, ça dépend. Oui, Blade Runner, mais sinon, y a-t-il d'autres exceptions? Violent City, écoute, c'est aussi connu sous le nom de Final Shot de Family et Città Violenta. Donc, c'est un film italien, évidemment, de Sergio Solima, le troisième Sergio. Et ça met en vedette Charles Bronson. Bon. Fait que Charles Bronson était en Italie cette fin de semaine-là. Il y a aussi Telly Savalas, qui était Kojak. Oui, c'est Kojak. Notre génération sait c'est qui, mais personne n'a vu. Exact. Personne n'a vu Kojak. Et il y a aussi un acteur qui s'appelle Umberto Orsini. C'est le parent de Marina. Tout est dans la tête du petit gars dans la petite boule là, que j'ai parlé. Il était aussi excité devant les hors-d'œuvre que sa descendante. Donc, voici le Google Translate. C'est après qu'une double croix sanglante se laisse pour mort. C'est pas une joke de gros, là, je viens de... double cross. Ah, OK, oui. Excuse-moi, je faisais appendice pendant que toi, t'avais une réalisation. Ouais. Donc, après qu'une double croix sanglante le laisse pour mort, le tueur à gages professionnel Jeff traque le tireur et sa belle maîtresse jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Mais lorsque Jeff prend à la fois sa revanche et la femme, il se retrouve soumis au chantage d'un puissant chef du crime qui veut que le tireur farouchement indépendant rejoigne son organisation. Jeff refuse et est traqué à travers la ville impitoyable où l'amour est comme un pistolet chargé et où les dettes de vengeance sont payées en balles. Tabarnak. Je me suis fait fusiller, moi, dans ma vie, Simon. C'est ça, tu sais, c'est un film policier italien des années 70, fait qu'il faut aimer le genre, mais c'est tout le temps un peu le fun. D'ailleurs, je vais parler de ça tantôt, mais j'en ai regardé 2. Moi, j'ai vu que tu as écouté 2 films des Testi. C'est de ça que je vais parler tantôt. Fabio Testi. Le nom le plus mâle de l'Italie. Donc, c'est ça. C'est une restauration 4K pour les 3 versions. Non, en tout cas, pas important. Tout le monde s'en calisse de ça. Il y a une version italienne, puis il y a une version anglaise, et je sais pas trop. Il y a 3 versions, puis j'essaie de faire sens à ce que j'ai écrit, puis je comprends rien. Hey, mais en parlant de... Excuse-moi, t'avais-tu terminé? Il me reste juste une petite affaire, mais pour Violent City, ouais. Vas-y. Juste mentionner que des sorties en 4K aussi, il y a Escape from New York qui sort chez Shout Factory, et si vous ne l'avez pas, puis vous avez de l'argent, vous pouvez acheter une version avec un coffret qui a un vinyle dedans, des pins, un poster, puis le film. Puis là, votre facteur va vous plier ça en 2 puis c'est ça dans votre boîte. Ouais, c'est ça. Sinon, Shout Factory sort aussi de Craft en 4K. Oui. Il y a aussi un coffret pour les amateurs de Alfred Hitchcock qui sort, qui est de Alfred Hitchcock Classic Collection Volume 2 en 4K. Donc, Saboteur, Shadow of a Doubt, The Trouble with Henry, Marnie et Family Plot. Et aussi mentionner que pour la toute première fois, Top Secret sort en Blu-ray. Holy fucking shit. Ouais. C'est ça, c'est là où la culture a plafonné, mesdames et messieurs. Ouais. Top Secret en Blu-ray. Il n'y en aura plus de Blu-ray après ça. Il n'y en aura plus de Blu-ray après ça. D'ailleurs, comment il coûte le coffret de Hitchcock? Je suis curieux. J'ai pas ça devant moi, là, mais ça doit être une centaine de piastres. Ouais, c'est tout le temps un peu ça. En parlant de Croix sanglante, Simon, t'étais pas là la semaine passée. Je parle de Crossover, bien sûr. Est-ce que tu l'as lu? Parce que je pense que tu aurais du fun à le lire. De quoi, là? Okay. Crossover, Croix sanglante, là, tu sais que c'est ça la traduction tantôt. Là. Ah, la BD de la semaine passée? Ouais, mais est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu as eu la chance de le lire? OK, pour vrai, je te le conseille, puis quand ça donnera, tu me diras ce que tu en penses, mais on est dans le gros trip des crossovers, très 90s, mais en même temps, ils n'ont pas accès à toutes les propriétés intellectuelles
auxquels ils font référence. Donc, il y a des personnages qui sont suggérés, il y a des personnages qui sont mentionnés mais qu'on ne voit pas. Puis ça m'a surpris parce que Laurent et Yannick qui étaient avec nous la semaine passée avaient beaucoup plus de retenue ou de réserve que moi plutôt. Okay. Et moi, j'ai vraiment eu du fun. Fait que je serais curieux d'entendre ton opinion à toi. Puis celle de Jake, je sais pas si Jake l'a lu, Crossover de Donny Cates d'ailleurs, qui est ton auteur que tu apprécies particulièrement. Mais je me demandais ce que tu avais pensé de la BD. Mais si éventuellement tu le lis, je serais curieux d'entendre ton opinion. Ouais, je vais rajouter ça. Gros fun. Moi, j'ai eu du fun. Hey, la semaine passée, il y a eu le studio de jeux vidéo Remedy qui a souligné le 12e anniversaire d'Alan Wake, un des plus populaires titres que le studio a créé. Ils ont profité de l'occasion pour annoncer une nouvelle version remasterisée. Il y en a eu une qui est sortie récemment sur Xbox, sur PlayStation, mais celle qui s'en vient, c'est sur Nintendo Switch. Ça va sortir à l'automne. On n'a pas de date précise de sortie, par contre. Et ce ne sera pas une sortie physique. Donc, ça va être une sortie, vous allez pouvoir... un titre que vous allez pouvoir acheter en numérique. Contrairement à Control, qui est aussi un autre jeu de Remedy que la compagnie a sorti sur Switch, Nintendo Switch, ça ne sera pas streamé. Donc, vous allez avoir l'entièreté du jeu une fois acheté sur votre console. Donc, il n'y aura pas de latence, il n'y aura pas de lag, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec Control. D'ailleurs, même moi qui avais ma version du jeu entier sur ma console, sur un PS4, par moment, il y avait beaucoup de ralentissements. Donc, je me demande comment ils ont fait sur Nintendo Switch pour permettre ça. D'ailleurs, c'était une des grosses critiques du jeu, c'est que le streaming ne fonctionnait pas avec le titre. Okay. Mais Alan Wake, ça sera entier sur votre console. Et on a profité aussi pour rappeler qu'il y a le développement d'une télésérie qui avait été annoncée en 2018 et que là, finalement, il y a une chaîne où la série va voir le jour, AMC, donc la même chaîne qui en ce moment diffuse The Walking Dead. Donc ça aussi, ça s'en vient. On n'a pas de date de sortie. Et bien sûr, un concept art pour Alan Wake 2 qui est en développement, bien sûr, et qui va sortir éventuellement. D'ailleurs, le mois dernier, Remedy avait annoncé un remake remasterisé de Max Payne 1 et 2, deux jeux qui avaient aussi fait le succès de la compagnie. Moi, j'aime beaucoup Control. Okay. Il y a un lien à faire entre Control et Alan Wake. C'est pour les gens qui veulent acheter la version complète de Control avec les deux expansions. La deuxième c'est plus qu'un clin d'œil. Il y a un lien direct narratif avec Alan Wake. Et c'est du bonbon. On pourrait même faire un lien direct avec Twin Peaks. Oh, okay. C'est un peu inspiré de ça. Ça sointe le Twin Peaks. Mais je n'ai pas encore joué à Alan Wake. Mais je pense l'acheter éventuellement sur Xbox pour jouer durant l'automne, le temps d'Halloween. Là, il me semble que c'est la période parfaite pour jouer à Alan Wake. Est-ce que tu veux commencer tout de suite tes trucs sur Testy? Là, ben moi, tant qu'à parler de jeux vidéo, je veux juste dire que j'ai fini Star Wars Jedi Fallen Order. OK. T'as joué Story Mode ou régulier? Story Mode. J'ai fait l'histoire et j'ai commencé à deuxième niveau, là, Easy. Ouais. Puis à un moment donné, j'étais rendu à me battre avec les Sith Lord ou je sais pas trop, là... les noms, l'Inquisiteur, whatever. Les Inquisitors, oui. C'est ça. Puis, écoute, j'avais aucun plaisir. Fait que là, je l'ai mis à genre super facile. Puis là, j'ai passé le jeu. J'ai fait la même chose que toi. Oh, ouais. La même chose que toi. Ah ouais, parce que... Puis j'ai comme catché aussi que... Parce que je checkais des vidéos, puis ça disait que c'était beaucoup un jeu à la... Dark Souls. Exact. Tu sais, l'affaire que j'avais joué à un moment donné, là, puis que j'étais pas... Ah, Bloodborne, où est-ce que tu avais créé un personnage qui s'appelait Sad Valor Dali, puis dans Monster Creator, puis il était juste horrible. Oui. Mais ce genre de jeu-là, là, que tu sais, c'est plus que tu bloques, puis que t'attends un bon moment pour attaquer. Puis j'avais juste le goût de fesser avec mon lightsaber. Je comprends. Je l'ai mis à facile, mais j'ai vraiment eu du fun. Puis là, j'ai vu que le deuxième a été annoncé. Pour printemps 2023. Fait que c'est comme... Ben écoute, c'est le fun. Ça s'en vient bientôt. J'étais vraiment bien timé. Là. Avoue que les personnages sont presque plus intéressants que ceux de la nouvelle trilogie. Là. Tout le monde est attachant. C'est une super bonne histoire, j'ai trouvé, de Star Wars. Ouais. Puis... BB... comment? BB-8? Non, pas BB-8. Non. L'autre. Ouais, l'autre. Le petit robot quelque chose. En tout cas, ouais, lui, c'est tellement le fun de l'avoir tout le jeu avec toi, là, dans ton dos. Puis, puis toute l'espèce de quête, là, de plus t'avances, plus tu deviens un Jedi. Puis, ce que j'aime aussi, c'est le côté très Uncharted, là, fait que, de l'exploration. Du grimpage, des lianes. C'est ça, puis des glissades, puis tout ça, puis c'est le fun, là.
J'ai fini le jeu, mais il me reste des affaires à explorer. Fait que je me Mhm. promène un peu, mais ouais, c'était un très bon jeu. Mais comme toi, je trouvais que c'était trop difficile, puis à un moment donné, j'avais plus Ouais. de plaisir. Je trouvais que Puis ça, j'imagine, ça dépend du type de joueur qu'on est, là. Peut-être qu'à un Ouais, moment c'est donné... ça. Tu sais, il y a des jeux difficiles que ça me dérange pas de recommencer le niveau. Control en est un parfait exemple. C'est pas tout le temps facile, mais je voulais toujours aller plus loin. Je sais pas pourquoi, dans le cas de Fallen Order, j'y arrivais pas. Écoute, pas en une session, mais j'ai fini le jeu, puis j'ai jamais vraiment compris comment jouer. J'ai écouté des tutoriels, j'ai regardé des vidéos de monde. J'étais comment vous faites? Je comprends pas. Je comprends pas comment jouer. Fait que je me faisais juste planter tout le temps. Mais j'étais tellement attaché au personnage, j'étais tellement investi c'est dans ça. l'histoire, que je suis original, que je voulais voir la continuer. suite. Ouais, C'est c'est ça. ça. Exact. Ouais, mais c'est sûr. À un moment donné, quand j'ai catché qu'il fallait que tu bloques, puis que t'attendes qu'il t'attaque pour te tasser, puis que là, tu fesses, Ouais. j'ai fait ah, ok, c'est de même, parce que je faisais juste fesser, puis voyons, tu sais. Ouais, ça, c'est les Tu vieux. pèses tout le temps sur le même bouton, puis Mhm. j'ai comme catché que ah non, il y a une façon de jouer maintenant qui est pas juste du bouton de smashing, là, comme quand j'étais jeune. Comme quand on était jeune, ouais. Ouais. Non, Julien qui est live en ce moment sur YouTube, Facebook et Twitch. On va pas discuter de Gaston, mais on a envoyé nos auditeurs à des CDR ce samedi pour ton grand dossier. Ton grand dossier. Je sais pas si tu as déjà eu des échos, mais on a dit aux auditeurs de t'en parler parce qu'on sait que tu as un grand dossier en préparation. Mhm. Donc ce samedi, quand tu vas recevoir Jake, Julien, on a bien hâte d'entendre parler de ton grand dossier sur Gaston. Ouais, tu as l'exclusivité. On t'adonne Ouais. un cadeau. Prends-la. Simon, qu'est-ce que tu as de ton bord? Je peux vous parler de 2 films que j'ai regardés. Vas-y donc. J'avais parlé du coffret il y a quelques semaines, qui est un coffret sorti par Arrow Video, qui s'appelle... Attends, il y a un titre, là. Rogue Cops and Racketeers, The Crime Thriller by Enzo G. Castellari. Donc, c'est 2 films de policiers italiens 70 par Enzo G. Castellari, qui est un de mes réalisateurs de films de série B, cheap. Italien crime story. Ouais, j'aime beaucoup Enzo pour sa période 80 où il va dans un peu de la science-fiction, un peu la dystopie et tout ça. Là, c'est vraiment des films actuels des années... C'était des gros problèmes aux États-Unis, en Italie, la criminalité, autant de l'extrême droite que les syndicats, puis les cambriolages. Puis La corruption. la corruption, c'est ça. Puis là, on parle de ça dans 2 films. Le premier, c'est The Big Racket. Enfin, les 2 mettent en vedette Fabio Testi. Je l'aime, Fabio Testi. Il paraît qu'il est bien mort. Il est beau. là. C'est un bel homme. Là. Ouais. C'est le... Pas le choix qu'un nom comme ça. C'est le Daniel Pilon italien, je te dirais. Pas Donald, Daniel. Non, Daniel. Ouais. C'est qui qui mange de la pizza de McDo? Ça, c'est Donald. C'est Donald, OK. Ouais. En 5 minutes. Ouais, puis c'est ça. Le Big Racket raconte, en fait, c'est un policier qui enquête sur des gens qui font... comment on appelle ça? Tu sais, ils veulent faire... Ils disent qu'ils font de la protection pour un commerce, mais ils font juste leur demander de l'argent. Des criminels. Oui, exactement. Donc, des criminels, c'est ça. Lui, il combat ça un peu, puis... à mesure que le film avance, il se rend compte qu'évidemment, il a les mains liées, puis là, il peut pas faire grand-chose, puis à chaque fois que les criminels se font arrêter, ils sont libérés parce qu'il y a un avocat véreux, puis tout ça, puis là, lui, il est comme fâché. Éventuellement, ce qui arrive, c'est que là, il fait une espèce de groupe de vigilantes avec des gens qui ont perdu soit un commerce ou quelqu'un de leur famille à cause d'eux autres. Puis à la fin, ça finit dans un gros... Tous les films d'Enzo G. Castellari finissent dans une espèce de hangar à la fin où tout le monde se tire dessus. Je pense que c'est le même hangar tout le temps. Non.
Ça, au moins, il fait l'effort, tu sais, mais ça se ressemble. Il y a des affaires très random qui arrivent, dont, à un moment donné, il y a comme une fusillade entre les policiers et les criminels. Puis là, il y a un gars qui arrive et dit « Hey, attends, je vais aller m'en mêler. » Puis là, il arrive avec sa carabine. Puis là, il commence à tirer ses méchants. Puis là, le policier va le voir après puis il dit « Hey, merci de ton aide. » Puis on catch que c'était un champion de genre triathlon, je sais pas trop. Là, qui était là avec sa carabine? Oui, c'est ça. Puis là, après, tu sais, je me suis dit, c'est bien random. Puis là, après, on le suit, lui. Puis là, il est chez eux, il check le journal. Hey, on parle de moi. Puis là, évidemment, tu le sais que... Il va se faire tirer. Les criminels arrivent, puis là, ils tuent sa femme, puis ils mettent le feu à sa maison. Puis là, ben, il faut qu'il se venge. Ça, par exemple, là, dans les films, ces films-là, là, des policiers italiens, des policiers jet set, je sais pas trop comment le dire, là. Mm-hmm. Les femmes sont... Mon Dieu, c'est des objets, là, ça a pas... C'est des plots de vice, c'est du fridging totalement. Ouais, c'est comme un argument pour amener vers le héros à sa vengeance. Puis c'est grotesque tellement que ça l'est. Et j'osais pas en parler, mais je vais le mentionner, juste pour vous dire comment c'était weird, là. Il y a les criminels, à un moment donné, qui font des menaces à un gars qui a un magasin. Ils disent « Ah ouais, ta fille, hein? » Blablabla. Puis c'est une adolescente qui est jouée par la fille de Enzo G. Castellari. OK. Et à un moment donné, elle se fait violer. Et c'est filmé. C'est pas... Ça dure pas longtemps, mais je suis comme « What the fuck, man? » C'est son père qui filmait ça? C'est vraiment weird. Ah, c'est weird. Puis juste pour que le gars soit fâché et qu'il veut tuer du monde. Puis évidemment, c'est un film d'Enzo G. Castellari et il reste genre juste une personne à la fin. Tout le monde meurt, sauf Fabio Testi. Ouais, c'est impossible de le tuer. Il est blindé. Ouais, c'est ça. Mais je dois dire, malgré ce que je viens de vous dire, c'est le meilleur des deux. En fait, c'est le plus... c'est celui qui a un petit peu... Plus abouti, peut-être? Ouais, puis il y a un intérêt, puis il est correct. Puis là, l'année d'après, en 77, il a fait de Heroin Busters. Que là, ça commence, et Fabio Testi porte un costume vraiment étrange. C'est dur à décrire, là. C'est comme du denim, mais avec une ceinture faite avec de la corde. En tout cas, c'est dur à décrire. Mais... là-dedans, il joue un policier undercover qui essaie d'infiltrer, évidemment, des criminels qui font la revente d'héroïne. Puis c'est comme... Je sais pas, je l'ai écouté, puis j'ai pas tant porté intérêt. Il était beaucoup moins bon que l'autre. Non, il est encore beau, le fucker. Excuse-moi, comme je viens de le taper, puis il a 80 ans, puis il est comme sexy as fuck. Ouais, puis il a sorti avec Ursula Andress pendant un bout. C'est bien, Colin. Mais ce que j'aime avec Enzo, c'est que c'est souvent les mêmes acteurs qui reviennent. Okay. Il y a ces players qui sont souvent des cascadeurs et acteurs, mais que, tu sais, j'ai revu dans les films des Guerriers du Bronx, puis les Nouveaux Barbares, tout ça. Fait que c'est le fun de les voir là. Mais celui-là, il est pas... Comment dire? Ouais, mon intérêt n'était pas tant piqué par celui-là. Il y a quelques bonnes séquences, dont un bout où Fabio Testi glisse sur une rampe de... Tu sais, les escaliers dans les métros. Ouais. Entre, là, tu sais, à cette heure, il y a des pics, fait que tu peux pas glisser, mais là, dans les années 70, il n'y en avait pas. Dans le temps que c'est libre. Fait que là, Fabio Testi, il glisse là-dessus, il a son gun, puis il sait qu'il y a un autre dude qui est caché derrière le mur. Puis juste quand il arrive au bout, puis qu'il saute, il tire le gars, puis c'était magnifique. Il faut que tu sois sûr de ta shot. Hein? Ah, ouais. Puis ça finit avec une poursuite d'avion, c'est un peu plate, mais il y a une explosion d'avion, au moins. Fait que, il y a ça. Mais c'est des très bonnes restaurations. Vous avez beaucoup de bonus que j'aurais aimé ça avoir le temps d'écouter, mais j'ai pas eu le temps. Coffret beau. Oui, très beau. Il y a... j'avais commencé à écouter une entrevue avec Enzo G. Castellari, parce qu'il est encore en vie, qui parle justement de la beauté de Fabio Testi. Puis là, il dit à un moment donné, il y a une scène où il est dans un hôpital, il est dans un lit d'hôpital parce qu'il vient de se faire tabasser. Puis là, il dit, là, j'ai fait porter un chandail très moulant. Pour qu'on voie sa carrure. Puis que là, quand il a ses béquilles, il a mis quelque chose en dessous des bras aussi pour que son muscle ressorte.
C'est très drôle. J'ai vu la photo, puis j'étais comme, mon Dieu, il était baraqué, cet homme-là. Je pense que ses muscles ont une page, ses pecs ont une page IMDb. Ça se peut. Aussi, il y avait deux petites entrevues avec un expert de musique qui parle. Dans le premier film, il parle, pour The Big Racket, il parle de Guido et Maurizio DeAngelis, qui est un duo qui a fait beaucoup de trames sonores. Dont beaucoup de films de Terence Hill et Bud Spencer. Mais la trame sonore dans ce film-là est excellente. Puis pour l'autre, Heroin Buster, c'est Goblin qui l'a fait. Puis aussi. Fait que tu sais, c'est ça, c'est genre. C'est un mood, ces films-là. Faut que tu ailles le goût de la violence gratuite et de la bonne musique et des Italiens qui ont des faces pas possibles. C'est un style, là. Il faut apprécier ce style. Ouais, c'est ça. Fait que, voilà. Intéressant. Rappelle donc les deux titres, s'il te plaît, Simon. Ouais, c'est The Big Racket et The Heroin Busters. Donc, c'est un coffret double chez Arrow. Ouais. Arrow, contrairement. Contrairement, mettons, à un Mundo, est-ce que leur produit reste longtemps avant que ça devienne sold out puis que ça disparaisse à jamais? Ou... Ouais, quand même. C'est rare qu'il y ait des sold out. Il y en a, mais ça reste. Puis aussi, il y a un service de streaming. Oui. Donc, je sais pas, sûrement, j'irai voir là, pendant la pause là, si les films sont disponibles, mais d'après moi, ils devraient l'être bien. Est-ce qu'ils sont souvent en même temps ou c'est un peu après? Non, c'est ça, je ne sais pas. OK. On va aller jeter un coup d'œil. On reste dans le cinéma, Simon, parce que je sais pas si tu le sais, mais je suis un grand amateur des films Scream. J'ai un attachement particulier. J'ai remarqué que tu en parlais plus qu'avant. Oui, parce que je suis un gars revu récemment, je pense. Oui. Puis, moi, je suis un gars qui est prompt à la nostalgie. C'est comme ça que je suis là. Je pense aux années 90, probablement que si j'étais honnête, je ferais juste parler des traumas du secondaire, mais je suis porté à me dire, ça doit être le fun, puis simple, puis cool. Puis les années 90, pour moi, j'ai relié beaucoup au premier Scream, qui est le premier vrai film d'horreur que j'ai écouté. J'ai écouté tard des films d'horreur. Mm-hmm. Ironique parce que là, je vais animer un show d'horreur à TV, mais ça a pris du temps avant que je commence à écouter des films d'horreur. Puis Scream, je me souviens exactement où j'étais et j'ai capoté, j'ai adoré. Et j'ai suivi la franchise d'assez près. Ils sont pas tous bons, ils sont pas tous égaux. Mais je dois dire que j'ai beaucoup aimé celui de 2022, celui qui se fait juste appeler Scream, mais qui est Scream 5. Et bien sûr, le succès du film allait engendrer une suite, c'était pas mal certain. Et là, ça a été approuvé par Paramount et Spyglass Media Group. Il y a un Scream 6 qui est en développement, et si je me trompe pas, il sera tourné à Montréal cet été. Donc, tout près, ici à Montréal. Et selon Variety, on a confirmé le retour d'un personnage, on pourrait dire presque legacy de la franchise qu'on a vu dans Scream 4, qui était absente, bien sûr, dans Scream 5, mais qui était présente dans Scream 4. Dino Clavet. Man, c'est lui Ghostface. Personne ne l'a vu venir. Écoute, c'est tourné à Montréal, il faut qu'il mette Dino Clavet dedans. Oui, il joue un Ghostface avec un accent. Ouais. Excuse-moi, Non, mais je vois très bien Dino Clavet jouer. Ouais. Mais tu le devines tout de suite par sa posture que c'est lui, par contre. Oui. Non, c'est l'actrice Aiden Panettiere qui jouait Kirby Reed, qui est un personnage que les amateurs de Scream aiment bien, qu'on pensait décéder à la fin de Scream 4, mais il y a un Easter egg dans les séquences de l'Internet, là, dans le 5, là, gardez un œil attentif sur... il y a comme une fausse page de YouTube. Gardez un œil attentif sur les thumbnails qu'il y a à droite. Et on voit que le personnage de Kirby Reed est encore vivant. Ben, faisera partie de la distribution du prochain Scream, qui, si je dis pas n'importe quoi, sera tourné à Montréal. Donc, il y a Courtney Cox aussi qui récemment a dit qu'elle avait lu le scénario et qu'elle avait beaucoup aimé le scénario. Il n'y a pas de confirmation, par contre, du retour de Neve Campbell pour l'instant. Courtney Cox va bien sûr jouer le personnage de Gail Weathers. Je pense pas qu'on a besoin de ramener tous les legacy characters, mais je peux comprendre qu'on en ramène au moins un. Et il sera rejoint aussi par tous les autres personnages qui ont survécu le Scream de 2022. C'est le réalisateur, ou plutôt le duo de réalisateurs du Scream de 2022 qui reviennent, Matt Benitelli-Oppen et Tyler Gillett. Et c'est les scénaristes du celui de 2022, donc Guy Busick et Jane Vanderbilt, qui seront aussi au scénario pour le prochain. Pour les gens qui se disent « Ouais, c'est assez rapide, ça risque d'être pas bon à cause de ça », ben, je vous rappelle que Scream 2, que moi aussi j'avais bien aimé, qui était quand même très cool, avait été sorti en salle moins d'1 an après le premier, donc à l'époque. Et donc, ça c'est pas un gage nécessairement de qualité, puis surtout que je pense qu'il prévoit les films en conséquence. Ouais, c'est sûr.
Ça devait être, tu fais un film, puis tu dis, hey, si ça marche, j'ai une couple d'idées pour l'autre. Exactement. Surtout pour cette franchise-là qui est établie depuis longtemps, puis ça fait partie un peu de la recette. Donc, une sortie en mars 2023. Et j'ai bien hâte de voir ça. Puis j'ai bien hâte de voir si ça s'en vient à Montréal. Peut-être essayer d'aller écornifler. Mais est-ce que tu peux me rappeler qui elle jouait dans le 4? Tu parles de qui? De Aiden Pianetera? Ouais, je me souviens qu'elle est dedans, mais je me souviens pas partout du personnage. Kirby, c'est la blonde aux cheveux courts. C'est elle qui joue aussi, si je me souviens bien, dans Heroes. Oui, non, physiquement, je sais c'est qui. Oui. C'est dans Scream 4. Oui. Son personnage. C'est une amie de la fille principale. C'est un peu ça son rôle. Puis, quoi d'autre? Elle conduit un char. OK. Il y a de l'intérêt, hein, pour oui, c'est ça. Mais c'est de la façon qu'elle était morte dans Scream 4. Il y a du monde qui se disait, ouais, mais il y a potentiel à ce qu'elle revienne, comme un peu le personnage de Matthew Lillard dans le premier Scream aussi. Ça fait longtemps qu'on veut le ramener ou on pense pouvoir le ramener éventuellement. Il a reçu une TV sur la tête. Pas dire qu'il est décédé. Non, on voulait le ramener pour le 3, mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir l'histoire pour le 2022. Puis c'est une franchise que j'aime bien voir progresser comme ça. Là. Que ça continue à ce qu'on développe des films. Sinon, une petite nouvelle rapidos encore pour le cinéma, Simon. Ouais. Il y a, sûrement tu l'as vu passer, Christopher Walken qui va jouer l'empereur Shaddam 5 dans la suite du film de Dune de Denis Villeneuve. Le tournage d'ailleurs va débuter cet été en Hongrie pour une sortie quelque part en 2023. Walken va rejoindre la distribution déjà assez quand même incroyable de Dune. Et le mois dernier, on a appris que Florence Pugh, que moi j'appelle face de baboune, mais que j'aime beaucoup comme actrice, mais je l'appelle face de baboune, excusez. Tellement une belle face de baboune. Elle a une vraie belle face de baboune. Florence Pugh, oui, Austin Butler qui va jouer dans le film d'Elvis qui s'en vient. C'est les deux... C'est la fille et le fils de l'empereur, donc la princesse Irulan et le prince Fede-Rutta. Je suis désolé, j'ai pas lu les Dunes, fait que si vous voulez m'envoyer promener, je peux comprendre, mais je les ai pas lus. Donc, on vous rappelle que le premier Dune, celui de 2021, pas celui de Lynch, a récolté à ce jour un demi-milliard canadien et a remporté 6 Oscars au total, Simon. Quand même. C'est gros. Mais on l'a oublié parce que quelqu'un a slappé quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Puis, oui, c'est une niaisage. Fait que c'est ce que j'avais, moi, Simon, de mon côté. Moi aussi, j'ai pas grand-chose, mais je peux dire que j'ai vérifié sur Arrow Video Streaming Service qui s'appelle juste Arrow. Tapez Arrow Streaming Service, vous allez tomber dessus. Oui, les films se retrouvent là. Donc, voilà. Parfait. Hey, je t'avais demandé pour James Wong, est-ce que tu avais la nouvelle? Non, je l'avais pas. Ok, finalement, tu l'avais pas. C'est un acteur qui a eu sa fameuse étoile d'Hollywood sur le Hollywood Walk of Fame. C'est un acteur d'origine asiatique qui... 90 ans, qui a joué dans tellement d'affaires. Il a joué dans tout. Ouais. Il a joué dans Blade Runner, il a joué dans Big Trouble in Little China, il a joué dans... Seinfeld. Oui, c'est vrai, exactement. Puis après toutes ces années, il a finalement eu son étoile. Il a été à Jimmy Kimmel aussi la semaine dernière. Puis, tu sais, amplement mérité, là. Ben oui. Tu sais, c'est calice. Le gars, il est actif depuis des décennies, là. Ça n'a juste pas de sens. Donc, allez jeter un coup d'œil à l'entrevue de Jimmy Kimmel. Je suis bien content qu'il non seulement eu son étoile finalement, mais qu'il a été interviewé pour l'occasion. Puis oui, Étienne Cormier qui commente, est-ce que tu as la nouvelle concernant le Lego de Optimus Prime? Ben oui, je l'ai. Lego a dévoilé un partenariat entre eux et Hasbro pour un nouvel ensemble d'Optimus Prime de 1508 pièces qui va sortir le 1er juin prochain ou la veille à minuit sur le Lego Store pour les gens intéressés. Ça va venir avec un jetpack, son hache et son fusil et d'autres accessoires. Il n'y aura pas la remorque, mais il peut se transformer. Et le prix est quand même abordable. Moi, personnellement, je trouve que le look est vraiment étrange. Je ne suis pas très convaincu. La question, c'est vas-tu l'acheter? Non, je veux acheter la DeLorean qui ont ressorti il y a quelques semaines de ça, puis j'ai pas été assez vite. Étienne, qui commente en ce moment live, l'a acheté, le Moses, il l'a eu. Moi, je l'ai pas, puis là, c'est, regarde, j'ai 41 ans, je vais me faire un cadeau. Ça risque d'être la DeLorean. J'ai choisi entre les deux. Je trouve que le modèle est beau, puis bien franchement, là, c'est assez extraordinaire. Là, j'ai vu des gens qui l'ont déjà reçu, tu peux le transformer, tout ça, c'est bien. Mais le look me plaît pas particulièrement. Je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre au niveau de son visage. Mais écoute, c'est juste pas fait pour moi. Puis c'est bien correct. Il y a bien des affaires qui sont faites pour moi. Ah oui, à un moment donné, tu peux pas tout acheter. Mais non, puis tout n'est pas nécessairement dédié à moi non plus. Je suis pas le personnage principal de l'histoire. Là.
J'ai l'impression que c'est ça, mais non, je suis pas le personnage principal de l'histoire. Oh, non. T'as-tu un dernier truc, Simon, avant qu'on prenne notre pause? Non, j'ai soif. Moi aussi, j'ai soif, mais savez-vous de quoi j'ai soif? J'ai soif d'argent. Je pensais de pop culture. De pop culture, mais oui, la soif de la pop culture, elle est soif. Elle est pas insaisissable, elle est... Tu sais ce que je veux dire, hein? On peut pas la... Ouais, on tabarnak. Rassasier? Rassasier, on peut pas la rassasier, la soif de la pop culture, Simon. Oui. Hein? Fait qu'on offre un show depuis 16 ans, tous les lundis. On est rendu à l'épisode 748. Puis ça, c'est rendu possible grâce à votre contribution depuis qu'on a quitté la station où nous étions, qui, semblerait-il, va super bien. Oh. Hein? Ils ont changé le site, puis je suis sûr qu'ils ont fait les tests adéquats pour que tout se passe comme sous des roulades. Vous allez en parler à Ars Moriendi et à Box Office. Mais c'est pas un choix que je regrette, même si maintenant on fait ça à distance depuis la pandémie. Au contraire, mais on a besoin quand même de financer la patente. Donc, si vous aimez les Mystérieux Étonnants, si vous voulez nous encourager, si vous voulez nous dire, écoutez, ça fait comme 16 ans, je vais vous donner un petit 2$ au moins pour ce mois-ci, allez sur Patreon. C'est une plateforme qui nous permet de financer nos activités, financer les spin-offs, dont Terre Kaiju. J'ai entendu dire qu'un 6e épisode est en préparation. Sûrement, oui. Oui, parce qu'il est enregistré. Il est enregistré, oui. J'espère qu'il s'en vient. Ouais. Et Noël Chisdor, qui est aussi un spin-off dédié aux dépendants affectifs du temps des fêtes. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient par rapport à ça? Là, présentement, Étienne est en fin de session, donc j'attends un peu, puis après, on va sûrement taper de quoi. C'est juste que là, je veux pas trop y mettre de pression et de job. Oui. Donc, on a tous ces beaux projets-là, mais à chaque semaine, les Mystérieux Étonnants sont présents. Laurent, pas de Laurent, on est là. Et donc, si vous voulez nous aider, allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Et pour l'équivalent d'un café par mois, vous faites en sorte qu'on existe. Et en échange, on vous offre des cadeaux. Il y a 3 principaux cadeaux. D'un, Bifurcation, qui est le podcast exclusif pour les membres Patreon des Mystérieux Étonnants. On a fini notre cycle dédié à Guillermo del Toro avec mes amis Guillaume Saint-Cyr et Rémi Fréchette. Et aussi, de temps en temps, Terre humaine chez Isidore, dédié à la télésérie très brune, très beige, très particulière, Terre humaine, animée par Simon Chénier, notre ami Étienne Forêt et Gabriel Issacolard. Qui s'en vient bientôt. Pour tout le monde. Pour tous. Donc, vous avez permis, grâce à votre contribution, que ce podcast existe, mais on va l'ouvrir à tous. Je sais qu'Étienne est en train de, je pense, rajouter les codes ID3, les descriptions à chacun des épisodes. Okay. Ça va rendre ça possible pour tout le monde. Mais si vous donnez au Patreon, vous aurez toujours Vous n'aurez bien avant. Bien avant tout le monde, donc c'est ça. Moi, j'aimerais vraiment envoyer le lien à Jean-Sébastien Girard, qui est un amateur de Terre humaine. Donc, écoute, c'est le podcast fait en laboratoire pour lui. Puis si tout ça ne vous intéresse pas vraiment, c'est bien correct. Il y a du monde qui donne puis qui n'écoute pas le podcast, mais ils ont accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Et j'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai, c'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc Discord, c'est un serveur où les gens partagent des nouvelles, discutent. Il y a Yoann de ce temps-ci. Yoann fait partie du show, mais on le voit moins. Mais sur Discord, il est très actif. Donc il génère des débats et on écoute des films ensemble. On écoute La Lutte le dimanche. Au grand dame de mes voisins qui doivent m'entendre gueuler quand il y a du monde qui saute d'une échelle sur un autre hauteur, puis il y a juste moi qui gueule dans mon salon à 10h le soir. Mais on a du gros fun, puis ça permet d'éliminer les blues du dimanche. Donc, tout ça grâce au Patreon. Je sais qu'en ce moment, c'est pas facile, tout augmente, mais vous êtes nombreux et nombreuses à donner. Et si vous avez la chance de donner, si ce n'est que pour un mois ou revenir, si vous avez déjeuné par le passé, c'est très apprécié. Sinon, on vous demande de partager, parler du podcast, donner un petit 5 étoiles. On est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Twitter, Spotify, Amazon Music, Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. On prend une petite pause, Simon. Oui. Et on va parler d'un film de 95, un classique de Pépin Méry, L'Homologramme. C'est spécial. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est notre sujet de la semaine. L'Homologramme, film de 1995, réalisé par Richard Pépin, mettant en vedette Joe Lara, Even Lurie, Arabella Olsborg, pardon, ouais. Et John Amos, qui est là aussi. Oui. Pourquoi on parle de ce film-là en particulier, c'est que maintenant, depuis quelques mois, on parle d'un film de série B, par mois à peu près. Hein? Et L'Homologramme est un des classiques du genre film douteux.
C'est un des films qu'on a souvent écouté dans le temps jadis, Simon et moi. C'est un film que je pense que tu m'as fait découvrir. Puis c'est toi qui vas nous en parler, Simon. Je peux bien faire ça. Ouais, c'est ça. On avait comme un choix de film et là, toi, tu as décidé, on parle de celui-là. Ouais. Puis là, moi, ça faisait pas si longtemps que je l'avais vu. Et je me tente jamais de le revoir. C'est ça. En fait, j'ai le VHS ici avec moi. Oui. Et je pourrais aller le derrière. Ben, vas-y donc. Pour résumer le film. Vas-y donc. Premièrement, sur le dessus, c'est marqué « L'ultime force du mal, l'homme hologramme ». Et là, ça met en vedette Joe Lara, qui, là, c'est entre parenthèses, American Cyborg. Evan Lurie, Double Impact. John Amos, Die Hard 2. Et Michael Nouri, Flashdance. Et là, en arrière, un acrostiche qui dit « Vivez une expérience terrifiante où la technologie informatique de pointe se lie aux forces maléfiques. » Wow, c'est très libéral comme interprétation, là. Ouais. C'est pas Satan, là. Non, c'est ça. Slash, je vous parle Evan Lurie, un terroriste psychopathe arrêté par le policier, excuse, c'est tellement mal écrit là, avec la fonte, arrêté par le policier Kurt Dakota. Et joué par Joe Lara, est condamné à être mis en suspension hibernétique dans un programme d'ordinateur pendant que son cerveau est reconditionné. Les membres de sa bande réussissent à s'introduire dans le programme et libèrent son cerveau, mais en détruisant son corps, créant ainsi le premier homme hologramme. C'est pas ça qui arrive pas en tout. Et l'ultime force du mal à la recherche du policier qui l'a emprisonné. C'est pas... Ah non. Pas vraiment ça qu'il Il cherche pas le policier. Le policier le cherche. C'est lui, c'est le contraire, c'est ça. Aïe aïe. Donc, pour résumer, on a le personnage de Slash Gallagher joué par Evan Lurie qui est un genre de criminel anarchiste qui veut libérer un futur qui est très très sous le Robocop, contrôlé par une corporation qui met Los Angeles sous une coupole puis avec des effets fucking cheap. Et finalement, pendant des années, il est arrêté. On transfère son esprit dans un genre d'hologramme. Puis on dit, pendant ces années-là, son cerveau va être reconditionné, son esprit va être reconditionné. Ça marche pas, mais le plan, c'est de le ramener dans son corps une fois reconditionné. Mais là, il est libéré, comme Simon l'a dit, par des membres de son gang. Et il devient comme... C'est un hologramme qui se promène, puis il est immatériel. Fait qu'il n'y a rien qui peut l'atteindre. Il n'y a pas de balle, il n'y a pas personne qui peut lui faire mal. Il peut passer à travers tout, il peut prendre l'apparence de d'autres personnes parce qu'on peut y mettre un genre de plastique latex sur lui pour qu'il prenne forme, mais il y a des cheveux, fait que ça n'a pas de sens. C'est mon affaire. Ça marche pas, là. Mais là, juste au début, là, on a une fusillade. Ça commence, le film commence avec une fusillade. Avec une fusillade, et la première et deuxième ligne, c'est « Fais chier! Fais chier! » On l'écoute en français, c'est ça, il faut qu'on dise. Oui. Je pense qu'en anglais, c'est fuck, mais tu sais. Fait que, déjà là, c'est Dakota qui dit ça. Joe Lara, on en a parlé une couple de fois à l'émission parce qu'il est mort. C'est ça, il est mort dans un accident d'avion. Il était le mari d'une gourou d'une secte de gens qui voulaient maigrir. Là. Ouais, en tout cas. Puis, ça va bien. Puis c'est ça, là, c'est une longue scène d'action où il y a plein d'explosions, il y a des guns à explosion, il y a des bozos qui revolent de partout. On ne sait pas qui est qui, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais on comprend que Dakota... ou un policier. Dakota, c'est pas comme c'est décevant que ce soit pas comme l'État. Dakota. Il y a un E. Là, accent aigu, oui. Puis c'est ça, lui, c'est une recrue. Il est by the book, mais là, son partenaire, lui, il a un gun à explosion. Avec des balles incendiaires illégales. Ouais, qui est joué par le gars qui jouait, c'est ça, il était dans Die Hard 2. Il jouait l'espèce de... Général.
Ouais, c'est ça, le gars qui arrive plus tard, puis finalement, lui aussi, c'est un terroriste, là, puis il jouait le McDowell dans... C'est ça, c'est John Amos qu'on a vu dans plein d'affaires, mais qui est probablement le gars le plus payé de cette production, là, parce que il y a personne que tu le reconnaissais dans le film, sinon. Non, puis il était là 2 jours, parce qu'il meurt au début, tu sais. Ouais. Ah non, attends, il y a le gars qui joue aussi le scientifique dans Blade Runner, qui joue un des sbires de la gang de Slash Gallagher aussi. C'est vrai, puis il y a aussi le Michael Nouri, qui était l'espèce de boss de la California Corporation, qui a joué dans The O aussi. Il joue qui dans The O aussi? Le père de quelqu'un, là, genre de Rachel ou d'un autre. Là. Je sais pas. Il est là-dedans. Là, mais c'est peut-être des acteurs qui avaient des rêves, mais qui sont morts probablement dans l'homogramme. Puis peut-être avant de commencer à aller plus loin, Simon, peut-être mettre en contexte un peu la Pépin Mérie, parce que je pense que ça va vraiment aider à situer les gens. Donc, c'est des films... Il faut dire, dans les années 90, il y a eu l'explosion des VHS, des clubs vidéo. Donc, il y a des films qui étaient produits, qui allaient directement sur le marché de la location. Ouais. Et les gens les louaient ne sachant pas que c'était de la merde. C'est ça. Le but, c'était de remplir les tablettes et de faire de l'argent et de récupérer son argent et de tout le temps produire des films non-stop. Et Pépin Méry, ces 2 gars, en fait, Richard Pépin et Joseph Méry. Là, j'imagine que c'est Richard Papin, mais moi, j'avais un prof en français en secondaire 3 qui s'appelait Richard Pépin. Fait que je l'appelle tout le temps. Puis... Oh, salut. Oui, probablement mort, là, mais il sentait mauvais, là, puis il y avait des taches jaunes là, sur sa chemise blanche. Mais ces 2 gars-là ont formé la compagnie. Ben, en fait, je ne ferai pas tout l'historique. Non. Mais il y avait la compagnie PM Entertainment. Donc, tous les films qu'eux soit réalisaient, produisaient, c'était eux. Puis c'est souvent, c'était des films d'action et de science-fiction, majoritairement. Une couple de trailers, mais tu sais, c'est des films avec beaucoup de budget d'explosion. Ouais, le budget allait là. C'est ça. Pas les acteurs, pas les histoires. Pas les décors. C'était le spectacle. Ouais. Et avec l'homme hologramme, on a un spectacle avec une prémisse niaiseuse, des effets spéciaux. Fucking cheap, man. C'est des années après Star Wars. Le dôme sur Los Angeles, on dirait une séquence de Myst, mais à l'époque que c'est sorti, mais faite par quelqu'un, un artiste qui s'est pas forcé. Tout est lettre. Ouais. Tout est comme toute une couleur un peu comme violette cheap. Là. C'est affreux. Puis, c'est ça. Fait que ça donne des films comme ça. C'est de l'art, je dis, mais pas l'art que vous voulez. C'est très divertissant. Ouais. Mais c'est niaiseux. C'est fucking niaiseux. Ouais. Donc là, il y a la séquence de fusillade au départ. C'est ça. Mais avec ça, on ne sait pas ce qui se passe, mais là, on a le personnage de Slash Gallagher qui fait son entrée avec une scène de baise très gratuite. C'est la première fois qu'on le voit, puis il baise. Oui. Puis c'est intense, là, pendant comme une minute. Pour comprendre qu'il y a une blonde, parce qu'elle va mourir dans une couple de scènes après, comme si on était attaché, puis là, lui, il est fâché. Mais ouais, son but, c'est de kidnapper un politicien, puis là, les policiers veulent l'empêcher, puis là, il y a une poursuite de char, puis c'est ça. C'est comme ça qu'il se fait arrêter. D'ailleurs, juste dire que Evan Lurie, qui est Slash Gallagher, a co-écrit le scénario du film. Donc, pourquoi cette scène-là se retrouve là? Vous avez la réponse. Il s'est écrit une belle scène avec une blonde pentureuse très typée des années 90. Là. Ouais, puis Evan Lurie est un genre de meathead, là, tu sais, vraiment huge, musclé, avec un gros cou, mais aussi des cheveux, des espèces de tresses à la chanteur de Offspring. Là, ouais, un peu Counting Crow style, mais pas exactement ça en même temps. Les cheveux est probablement le sujet qui est revenu le plus souvent quand on l'a écouté sur le Discord des Mystérieux Étonnants mercredi dernier. Ben, je comprends. Parce que ça fonctionne pas. Non. C'est la chose qui fait. C'est la chose qui a plus attiré l'œil. C'est ça, mais. C'est des tresses agressantes. Ouais. Mais c'est ça, c'est que là, après, il y a la scène où il essaie de kidnapper le politicien, puis là, lui, il est dans un autobus. Puis, tu sais, clairement, on a regardé Speed un peu avant, fait que c'est un peu ça, mais éventuellement, il se fait arrêter, et c'est là qu'il se fait homologrammiser, ou comment...
Il y a une appellation, là, Ouais. ils disent, là, dans le laboratoire qui est, en guillemets, aussi la même Christie d'usine qu'ils utilisent dans tous les autres plans du film. Là. Parce que Ouais. l'usine sert de laboratoire. L'usine sert aussi de repère des sbires. L'usine sert d'une place où le monde se protège derrière des remparts d'escalier. Là. Personne n'a d'instinct de conservation dans l'homologramme. Là. C'est complètement con. Ouais. Puis moi, ce que je comprends pas avec le système, là, ils disent qu'il pendant qu'il se fait digitaliser, whatever, il se fait mettre son esprit nuageux, se fait mettre dans une petite fiole. Ouais. Puis là-dedans, son cerveau est supposé de se guérir lui-même de son mal. C'est comme s'il injectait du code pour essayer de le reprogrammer parce que juste avant, puis ça, c'est un élément qui est drôle parce que j'ai beaucoup oublié le film, même si je l'ai vu à plusieurs reprises, c'est qu'un gars, juste avant, on nous montre le processus, comment c'est supposé se passer. Le gars, il émerge dans sa petite fiole, puis il dit... Mais ça, c'est des années plus tard. C'est des années plus tard, c'est ça. Mais il nous montre l'exemple d'un gars que lui a été réhabilité dans la machine. Ouais. Puis il dit je vais devenir un concierge. Un concierge. Puis comme, je veux être un citoyen. Puis ça semble... C'est rien contre les concierges, je l'ai été pendant longtemps, mais c'est juste la façon... C'est un lavage de cerveau, là. C'est pas... Ça n'a pas l'air le fun, là. Mais pour Slash, ça n'a pas marché parce que lui, il croit vraiment à l'anarchie. Ah, c'est là qu'il est libéré plus tard. Parce que je trouvais ça un peu niaiseux que tu te fais emprisonner pendant des années, mais t'es pas conscient de ce qui se passe. Donc tu apprends pas puis tu te réhabilites pas. Mais comme là, dans Demolition Man. Oui, exact. Mais là, là, il reprogramme le cerveau. Évidemment, ça marche pas avec Slash. Puis là, il y a ces sbires qui veulent... qui réussissent à le sortir de là. Oui. Parce que c'est ça, il y a une audience pour savoir où il est rendu. Hey, ça, c'est pas clair. Là. Pourquoi il y a une audience là? Il y a une audience pour voir si, un peu à la manière du gars qui est devenu concierge juste avant, si la reprogrammation a fonctionné. Sauf sinon, il va rester comme ça pour l'éternité. C'est ça, ou plus longtemps. Moi, j'ai compris plus longtemps. Mais dans cette séquence-là, si t'es Slash... Comme, fais juste mentir, dude, parce que le gars, avant, il a juste fait comme, je veux devenir concierge. Et là, on fait, pas de problème, il a été réhabilité, regardez, il est content. Oui. Si on vous ramène à la vie, puis votre premier réflexe, c'est d'envoyer chier les représentants de la société pour être de Los Angeles. C'est sûr qu'on va vous renvoyer dans la machine, là, tu sais. Ah ouais, tu sais, une des premières affaires qui dit, genre, il voit, il y a une espèce de rangée d'hommes derrière... une espèce de... Je sais pas trop. En tout cas, qui vont le juger. Tu sais. Ouais. Puis là, il dit, je vois que ce sphincter est rendu ministre de blablabla. C'est comme tabarnak. Ouais, tu commences pas bien, man. Mets les chances de ton bord, tu sais. Ouais. Mais oui, ils sont réhabilités. Parce que moi aussi, j'avais trouvé ça con. Si pendant 5 ans, par exemple, t'es conservé dans une machine puis t'as aucune notion du temps, c'est ça. Ça sert à quoi? Exact. C'est pas une punition, finalement. T'as pas vieilli pendant ce temps-là, t'as pas perdu tes années. Puis ça, c'est un autre élément que j'avais oublié. On conserve le corps en parallèle. Fait que le but est de le réintégrer dans le corps. Mais ça, j'avais complètement oublié aussi cet élément-là. Puis ça marche pas. Pourquoi? Tu me l'as dit avant le show. Oui. Ce qui arrive plus tard, c'est ça, c'est que ils savent que Slash veut réintégrer son corps. Fait que là, Dakota tire sur le corps. Le tue le corps. Fait que comme ça, il peut pas le réintégrer. Mais il va rester un hologramme, donc super puissant tout le temps. Ça, c'est la chose la plus conne parce que il y a eu, je sais pas combien de scènes de fusillade entre le moment où Dakota s'est sauvé, où Slash s'est sauvé, puis le moment où il essaie de récupérer son corps, puis tout le monde sait, les balles passent au travers des hologrammes. Ouais. Les forces de l'ordre essaient de le capturer, ils sont pas capables. Fait qu'il tue le corps, mais là, il veut le récupérer, il veut le réintégrer. Attendez qu'il le récupère, emprisonnez-le, au pire, tuez-le, mais ça fait pas de sens, ce bout-là. Il arrive, puis il fait juste tirer le cadavre. Mais c'est con, là. Mais c'est ça, c'est qu'avant, tout le monde est comme, comment ça, il est revenu? Mais tu sais, c'est un hologramme. Puis là, ses amis et un scientifique qui travaillait pour ceux qui faisaient le programme, mais maintenant qui était avec les méchants, qui était le gars dans Blade Runner, ont inventé une machine qui fait que ton corps, tu peux mettre une couche par-dessus, donc l'espèce de latex. Latex, oui. Mais l'affaire, c'est... Comment... OK, je peux comprendre le concept, mais lui, il ressort, puis il a encore ses cheveux longs. Oui. Sa petite barbe. Ses yeux.
Oui, c'est ça. Comment qu'ils font avec cette affaire-là pour faire les cheveux? Ben, c'est ça. C'est la magie du cinéma. Hein. Oui, c'est normal quand on écoute un film qu'on se pose plus de questions qu'on ait de réponses. Puis c'est ça. Puis, tu sais, je vais vendre le punch, mais plus tard, Dakota se fait tirer et se fait faire le même processus, mais là, par les gentils. Donc, sa blonde, qui est la fille de l'inventeur. En tout cas, de cette machine-là, oui. Puis là, à un moment donné, eux, ils fourrent. Mais là, tu te poses la question, OK, mais tu sais, si on fait le latex alentour de son pénis, oui. S'il bande, est-ce que ça détruit le latex ou ça l'étire? L'histoire nous le dit pas, man. Est-ce qu'il est complet ou, tu sais? C'est le genre de question qui émane, mais non, mais je comprends. C'est ça, mais excusez d'aller là, mais c'est parce que quand tu commences à penser au concept, tu penses à tout ce qui marche pas, puis à un moment donné, plus le film avance, plus il joue avec le concept, mais d'une façon tellement maladroite que ces genres de... Là, tu fais juste te poser des questions de même tout le long. Mais avant qu'il se fait remettre le genre de latex, même dans sa forme holographique, il porte un petit complet lettre. Oui, c'est un genre de léotard. De léotard blanc super moulant, où là, tout est laissé à l'imagination, mais quand même... Fait que moi, j'ai l'impression qu'on fait juste recouvrir le latex magique. Genre Ken. Ouais, genre Ken style, là. C'est ça. Mais en même temps, crime, Dakota, il n'y a pas le même latex que les sbires ont créé pour lui, pour Slash. Parce que sa blonde amène du maquillage. Puis Chris a fait une belle job de maquillage parce que ça a l'air juste de l'acteur. Mais oui, c'est les yeux. Du spray tan dans les yeux. Spray dans les yeux. En même temps, il n'est pas obligé d'utiliser son pénis pour faire l'amour. Non, bien sûr, il y a différentes façons de surtout qu'il y a comme des petits chocs électriques là, qu'on voit à l'écran. Là. Oui, ça fait une petite scène cocasse où les lumières flashent, puis on comprend la métaphore. Mais il y a aussi le fait que, là, un des autres pouvoirs de l'homologramme, c'est... En fait, c'est que le latex, tu peux le former dans la forme de quelqu'un d'autre. Oui. Mais à chaque fois, c'est comme un masque par-dessus leur masque. Oui, c'est ça. Le monde a souligné ça sur le Discord aussi. Fait que là, tu as un max de latex qui est ta face, en fait. Ouais. Mais par-dessus, tu mets la face de quelqu'un d'autre. Puis c'est des très bons masques de latex de d'autres acteurs dans le film. T'sais. Exact. C'est comme si c'était l'acteur qui l'avait joué, ce rôle-là. Oui, c'est ça. Oui. Il y a un moment aussi, d'ailleurs, où est-ce que... Parce que Slash veut reprendre le contrôle d'une société un peu malveillante qui contrôle maintenant LA. Ouais, c'est très Robocop. Ouais, c'était sur Robocop. Voyons, c'est quoi le... L'OCP. L'OCP, c'est ça. Là, c'est la Cal Corp. Fait qu'à un moment donné, Slash se fait mettre un masque de latex par-dessus son masque de latex qui, je vous rappelle maintenant, est sa face, avec tous ses cheveux sous. Et c'est la face de Dakota. Avec tous ses cheveux. Avec tous ses cheveux, lui aussi. Il y a une esti de crinière. Chris, oui, parce que des années 90, tout le monde avait ces cheveux-là, ça a l'air. Mais il rentre dans l'immeuble, mais il n'y a pas de sécurité, là. C'est une machine qui dit Dakota est à la porte. Là, le président le laisse rentrer ou un des membres du cabinet le laisse rentrer. Ouais. Puis à l'instant qu'il rentre, il enlève son masque. Ben, en premier, il pitche quelqu'un en bas d'une rampe. Oui. Puis là, après, il l'enlève. Mais tu te dis pourquoi? Ça servait à quoi? Ça servait à rien. Ça servait à rien. T'as l'impression que c'est écrit par... Et puis là, je vais faire une flèche à Star Trek Picard. C'est écrit par les mêmes scénaristes. C'est écrit par des enfants de 15 ans. Tu sais, genre, une idée là, puis je vais trouver une manière de lier là, à ça, là, puis... Ouais. Puis, tu sais, comme pendant qu'on l'écoutait sur le Discord, les gens se disaient, ben voyons, c'est donc ben long, puis c'est un film d'1h30 gros max. Ouais. Mais j'ai compris pourquoi ça fait ça. De un, c'est une succession de scènes de fusillade qui n'arrêtent jamais. Il y en a une gratuite là, où Dakota, au milieu, là, il s'en va tuer du monde qui ont pris d'autres en otage puis ils n'ont aucun lien avec le plot. Là. On a noté, il y a 6 prises d'otages dans le film. Il y a quelqu'un qui a dit, je pense que c'est l'auditrice qui se fait appeler sur Discord Méduse, elle dit, tu vois, on est rendu à 6 prises d'otages. Puis mais t'as raison. Puis les otages finissent pas bien dans l'hologramme. Non, jamais. Ils se font tout le temps buter. Ouais. Puis c'est une des choses qu'ils apprennent à l'école de police. Prise d'otage, tu vas jamais laisser ton arme. Jamais. Pourtant, il y a un test
de prise d'otage quand Dakota joue à GoldenEye. Là. Oui, dans je pense Dans les le vieux holodeck. décors- dans le holodeck, dans les vieux décors de Star Trek The Next Generation, où il y a une prise d'otage aussi là-dedans. Oui, mais là, il tue pas l'otage. Non, il tue tout le monde, mais il tue pas l'otage. C'est ça. Fait que tu dis, ben lui, il a appris. Parce que c'est ça, lui, quand il voit que les autres policiers tuent les otages, il est comme, ben non, faites pas ça. Mais les autres policiers obéissent au boss qui s'en calisse des otages. Lui, il veut juste slash Gallagher. Il veut juste s'engager à la guerre. Pour vrai, je pense que c'est les anciens décors de Star Trek TNG. Ah, il y a des choses. Je pense que la série, elle a arrêté en quelle année? Bonne question. Parce que ça peut concorder, je pense, au niveau des est-ce que c'est 2014, 94, justement? Il me semble que c'est Attends. plus tard. Attends, on va regarder. Parce qu'il y a eu les films après. Ouais. Star Trek, c'est pas comme si on avait une bibliothèque infinie de savoir à la portée de notre main. Là. Mais sinon, c'est la pièce dans Community. Là. Oui, c'est la Imagination Room. Ouais. Écoute, je pense que ça a terminé All Good Things, qui est le dernier épisode, en 94. Donc, au niveau du timing, C'est moi, possible. c'est fort probable que ce soit les vieux décors de Ouais. TNG là-dedans. Excusez-moi, j'ai fait une fixation. Ben, c'est bien correct. Mais oui, c'est ça ce que je voulais dire. Pourquoi que c'est long? C'est que c'est une succession de fusillades, mais aussi la trame sonore qui est comme composée au Casio, Casio, c'est non-stop. non-stop. C'est Et comme un c'est- épisode de G.I. Joe. Oui, mais c'est insupportable. Ah ouais. Fait qu'on dirait que tu as l'impression que c'est la même scène pendant 1h30. C'est vrai. Tu sais, là, le sketch dans François Pérusse, là, où ils vont dans un magasin Nouvel Âge, Oui. ils disent, on dirait un gars qui s'est endormi sur son clavier, puis de temps en temps, il tourne sa tête. C'est ça, la Ben, trame c'est sonore. c'est le même gars qui est sur le speed, dans le fond. Oui, il est un peu plus rapide, Ouais, c'est ça, ouais. exactement, c'est ça. Oh mon Dieu. Mais attends, c'est parce qu'il y a tellement Il y a d'affaires. tellement dans ce d'affaires. film-là. Je sais même pas par où le prendre, mais écoute, aussi, ouais, c'est ça, dans les sbires de Slash, il y a des personnages. Là. Il y a celui Oui. avec un eye patch qui est tellement bandé sur Slash, là, à chaque fois qu'il te voit, ouais, oh oui, monsieur! Puis Puis il y a un problème d'agressivité aussi. Ah, ouais. Tu sais, quelqu'un vient l'interrompre avec Slash, là. Va-t'en, toi, mon maudit! Puis, faut dire qu'il y a Zeus, qui est le gars qui jouait dans le film de lutte avec Hulk Hogan, là, No Holds Bar, Qui est le grand black, là, qui Ouais, est un gladiateur. Oui, qui Ouais, est très qui est intimidant. là-dedans. Puis, moi, j'aime... tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que le film est tellement niaiseux que quand il arrive juste des explosions, t'es comme « fuck yeah ». Ah, mais ils sont satisfaisants. Ben, c'est ça. Puis là, il y en a une un des sbires qui est un gars avec un lance-flamme, là, qui a l'air de vraiment un G.I. Joe, là, que là, quand Dakota est un homme hologramme, pitch une espèce de boule d'énergie, puis là, le gars, il pogne en feu, puis ça devient une torche humaine, mais c'est tellement hot, j'étais comme « fuck yeah, c'est hot ». Mais rappelons que ce gars-là, ce sbire-là, Ouais. dans toute l'espèce de crew de Slash, à chaque fois qu'on le voit dans l'usine, qui est le repère des méchants, le repère de Slash, joue du fucking lance-flamme en background. Il n'y a aucune raison de faire ça, mais il fait juste comme pitcher des boules de feu dans les airs. Fait que le seul moment où finalement la police arrive au repère de Slash et que là, ça va être homologramme versus homologramme, Ouais. puis il y a de la police qui est dans l'entrepôt. Ce gars-là, finalement, il a son heure de gloire. Il dit « Hey man, ça fait genre des années, tout ce que je fais, c'est jouer du fucking lance-flamme en background. » J'arrive, il arrive, puis de son derrière, Dakota va sortir une boule de feu d'énergie, Ouais. qui est la seule fois qu'aucun des deux hommes hologrammes l'utilise, ce pouvoir-là. Puis il meurt, man. Puis c'est hilarant. Je peux juste imaginer le gars, la séquence Indiana Jones, où il s'entraînait au couteau pendant des heures, puis ça finit qu'on lui a juste tiré une balle, puis c'est ça ta scène, man. Puis c'est ça scène à Indiana Jones. Ouais. C'est que ça n'a pas rapport. Ah, là. puis c'est tellement satisfaisant. C'est Ah ça. ouais. Ah ouais. C'est beau, de toute beauté. Paix à son nom. Ouais, puis c'est ça, il y a le Michael Nouri, qui est le boss de la Cal Corp, méchant. qui lui, ben, c'est ça, lui, il veut juste tuer Slash Gallagher et peu importe ce qui arrive, Contrôlé. c'est ça. Puis à la fin, ben, il se fait tuer par Dakota, finalement. Oui, il rentre sa main dans Ouais, c'est ça. Dakota vient de se débarrasser de Evan Lurie, de Slash Gallagher. Puis là, il sort, puis là, il parle au gars qui est dans sa limousine.
Puis là, il dit, ouais, ben là, tu travailles pour moi, hein, blablabla. Puis Dakota, il fait juste mettre sa main, c'est ça, dans le gaz, I guess. Dans le gaz, ouais, la tank à gaz. Dans de la limousine. Fait il tue aussi le chauffeur. Tu sais, il y avait un chauffeur dans cette limousine-là. Ben oui, c'est sûrement pas l'autre qui se conduisait lui-même. Ben non, à moins qu'il attendait que la fenêtre se lève puis que là, il allait en avant là, pour se conduire lui-même jusqu'à chez lui. Mais il y a un père de famille là-dedans qui est décédé. Là. Puis c'est super gratuit comme meurtre. Puis là, après, il fait juste dire ouais, allez voter, puis ça finit de même. Ça fait très Robocop, en fait. Ça fait très, on vient de buter un des gars de l'OCP, là, le plus corrompu de la gang. Là, ouais. C'est Dick Jones qui tombe en bas d'un building, mais tellement moins hot. Là. Ouais. Ben, les effets sont quand même mieux. Là. Mais tu l'as dit, les explosions, tout explose. Genre, mettons, dans ce monde-là, vous levez le matin, vous accotez votre pied sur une table à café, la table à café explose. Là, écoute, il y a un moment donné, il y a une explosion d'hélicoptère, puis quand je l'ai vu, j'étais comme, attends, c'est-tu la première fois que je la remarque? Tellement qu'il y a des explosions non-stop. Je me souvenais même pas qu'il y avait ça, tu sais. Ouais. Quand il kidnappe l'espèce de secrétaire. Oui. Ouais. Le gouverneur au début. Non. Il y a un secrétaire. Tard, le secrétaire qui, finalement, lui, essaye juste de faire la paix, fait qu'il donne une solution à Slash, mais le Slash, il dit, ouais, puis là, on va tuer tout le monde. Fait que là, mais t'es pas mieux que le méchant boss de la Cal Corp, en tout cas. Puis là, ben, évidemment, il meurt, mais c'est que... il y a une scène ça me fait tellement rire, c'est du dialogue là, t'as le boss avec Dakota puis deux autres un gars de la police puis un juge qui jase puis là le juge il dit au boss ouais mais là le secrétaire qui s'est fait kidnapper qu'est-ce qu'on fait puis là le boss il dit on l'encule. C'est pas gratuit. Ouais, puis j'ai checké en anglais, il dit fuck him. Donc c'est comme OK. Mais ce personnage-là est en fait le sbire dans Demolition Man. Plus que j'y pense, je pense que l'homme hologramme, c'est quelqu'un qui a vu Demolition Man pas longtemps avant, puis on va en faire une version. Là. Avec un peu de Speed, un peu de Terminator 2, puis ouais, ça ressemble à ça. As-tu remarqué que le deuxième chef de la police, là, pas celui qui meurt au départ, qui est l'ami de Dakota, mais il a l'air d'un sous J.K. Simmons. Il a l'air de la version Wish de J.K. Simmons. Ouais. Puis quand on le tue... Parce que là, il y a un autre pouvoir à un moment donné que Slash découvre, c'est qu'il peut envoyer de l'énergie par les appareils électroniques. Il tue, mais il va comme faire un threesome avec deux filles comme qui ont l'air sorties d'un calendrier de 93. Là. Ouais. Un peu comme le créateur de Robocop. Là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Le créateur de Robocop qui était joué par... Miguel Ferrer. Oui, Miguel Ferrer qui a fait Twin Peaks aussi, tout ça. Ouais. Ah, mais ce bout-là, c'est ça. C'est drôle parce que je me souviens qu'on l'a écouté et j'ai fait hey, écoute, de toutes les choses là, qui sont sorties à date, là, pas croire que ces deux filles-là voulaient se pogner cette douche-là. C'est probablement des prostituées. Mais là, il se fait appeler par justement le secrétaire qui est présentement kidnappé par Slash Gallagher par le système informatique. Puis là, finalement, c'est Slash qui apparaît. Puis là, Slash réussit à passer son bras à travers l'écran d'ordinateur pour le faire exploser. Pour tuer le gars. Mais comment ça fonctionne? Parce qu'on sait que l'écran, ça fait rien. C'est juste un écran. C'est pas l'ordinateur. Fait que... Je sais pas. J'imagine que l'ordinateur est connecté à l'écran. Comme un vieux Apple. Là. C'est ça. Fait un Macintosh. Peut-être c'est par là qu'ils ont communiquer. Mais le téléphone vidéo dans ce futur-là est bizarre parce qu'il y a un bout où est-ce que Dakota est comme à poil, parce que j'imagine qu'il est à poil dans son lit. Et l'appareil fait juste ouvrir, puis c'est le président de LA qui l'appelle. Ouais. Puis, mais il a pas répondu. Fait que s'il était en train de, je sais pas, moi, se décrotter, tu sais, comme n'importe quoi, là. En plus, tu sais, il dormait, ça, je me souviens, il dort, ben, mettons qu'il se fait réveiller, il est déjà comme sur le côté. Je me dis, Chris, s'il dort de même, c'est sûr qu'il y a des problèmes de cou. J'ai pensé à la même chose. T'as-tu vu les oreillers, la façon qu'ils sont mis sur le lit? C'est un lit impossible. Personne dort de même. Personne dort, ben, en tout cas, pas de monde qui sont pas des sociopathes. C'est quasiment maman pis papa dans la petite vie. Oui, mais juste du coup. C'est ça. Ah, puis il se fait réveiller, puis là, il va tout de suite à la prise d'otage. Prend pas de temps. Ah, vous voyez comment qu'on en parle. Oui, puis Benoît, c'est ça, le fun avec l'homme hologramme. Oui. C'est de le décortiquer, puis d'essayer de comprendre, puis de passer des commentaires.
C'est un grand film pour ça. C'est aussi un grand rêve fiévreux. Fait que, on en parle en ce moment, puis je suis sûr qu'il y a des gens à la maison qui se disent ben oui, on y invente n'importe quoi. Non. C'est une expérience visuelle. Puis si vous perdez pas votre esprit après votre visionnement, vous allez en sortir plus fort. Ouais. Je pense que c'est ça. C'est vrai. C'est pas mal ça. Hey, je peux juste rajouter un dernier truc parce que je suis fasciné par ça, puis j'ai une question pour toi, Simon, en même temps. Il y a plusieurs scènes de fusillade, mais il y a plusieurs scènes où on voit la police de LA. OK? Ouais. Pourquoi c'est jamais les mêmes uniformes puis les mêmes logos sur les voitures, sur les personnages? Est-ce qu'ils ont utilisé du stock footage de d'autres films qui ont réalisé? Oui. Ça réutilise beaucoup de séquences. Mais ils n'ont pas d'orgueil, c'est dégueulasse. Pépin Méry, c'était ça. Tu sais, à un moment donné, j'écoutais une émission, je pense que c'était sur Prime, j'en parlais au show, puis c'était une émission policière basée par Pépin Méry. Puis il y avait des scènes dans cette série-là qui venaient de d'autres films que j'avais vus. Puis celle-là, c'est ça, il y a une scène, la scène où là, Dakota est rendu plus mature et plus violent. Tu sais, au début, il est comme il suit les règlements, mais là, après, il tire sur tout le monde. Puis cette séquence-là avec les policiers vient de, je pense, Roboflick, tu sais, un autre film dans le genre. Fait que c'est ça, tu sais, les policiers n'ont jamais le même uniforme. C'est pas important. Non, c'est ça. Dans cet univers-là, c'est pas important. Mais ouais, les scènes de poursuite vont se retrouver dans d'autres films. Ouais. C'est leur moyen de couper les coups. Tu sais, je te parlais tantôt que j'ai remarqué pour la première fois que Slash laissait son corps derrière, puis bon, Dakota aurait pu juste le laisser prendre le temps de le réintégrer pour le tuer après ou à tout le moins l'arrêter. Ouais. Mais pas longtemps après cette séquence-là, il y a un autre truc qu'on a remarqué en l'écoutant sur Discord, puis on trouvait ça absolument hallucinant. Dans cette séquence-là, Slash, il va avec ses sbires. Ils foutent le bordel, ils s'en vont, ils font sauter la place. OK? D'ailleurs, Slash prend pas le temps d'attendre que ses amis sortent du garage avec le truck dans lequel ils ont affronté, ils ont rentré dans le laboratoire. Fait qu'il y a une explosion, puis le truck sort à moitié en feu, mais il s'éloigne. Puis là, on voit Dakota, Slash, ben, il sort de frame. Fait qu'il marche jusqu'au repère. Il semble qu'il fait ça 2 fois. Au départ, quand il se sauve même du laboratoire, dans la séquence où finalement il réussit à se libérer puis devient immatériel hologramme, il n'y a personne qui va le récupérer. Fait qu'il y a toute une séquence où lui quitte le labo puis il marche à son repère de sbire. T'es comme quoi? Il a besoin de temps à lui-même là, pour réfléchir à ses speeches et à qu'est-ce qu'il va faire. C'est cave, man. C'est une grande expérience. Ouais. Moi, je regarde mes notes, mais je pense que j'ai pas mal tout dit ou t'as dit ce qu'on voulait dire. Puis, est-ce que t'as autre chose? Non. La seule affaire que je me pose comme question, c'est beau, on en parle, mais comment le trouver, ce film-là? C'est ça que j'allais te poser comme question. Là, je vais checker de quoi. Je vais checker des fois sur YouTube. Il y a les films. Hein? C'est vrai. Et oui, il est là. Vous tapez Hologram Man. 95. 95 et vous allez le trouver. Évidemment, il est en anglais, mais c'est aussi bon en anglais là, pour l'avoir vu. En plus, on a la vraie voix de Meathead de Heaven Lurie. c'est pas encore des films, lui? Non, lui, à un moment donné, il y a eu une galerie d'art. Puis récemment, il s'est fait arrêter pour peut-être proxénétisme. Ah ben... Son personnage n'était pas si loin que ça. C'est ça, quand on fouille sur ces acteurs-là, on trouve des affaires de fun. Mais ils ont toutes l'air là. Tu sais, c'est le LA des années 90 dégueulasse, là, où toutes les structures sont en vitre, puis c'est froid, puis on met du bleu partout, puis des décors en carton, puis des infographies cheap de représentation de schémas informatiques. C'est vraiment de la... Tu sais que tout le monde faisait de la coke là, sur ce plateau-là. C'est clair. Tu sais, comme Joe Lara, dans le documentaire sur la secte, là, ça disait que c'était un drifter, puis il faisait juste un peu profiter. T'sais. Il allait à des places, il utilisait son look, puis tout. Fait que c'est ça, lui, il a utilisé son look, il est devenu acteur pendant un bout, puis là, après, ben, ça marchait plus. Fait que, je vais essayer de me trouver quelqu'un d'autre qui a de l'argent. T'sais. Fait que, tu sais, on dirait que c'est ce genre de personnes-là qui tournent alentour de ces films-là. Il y a des acteurs aussi, mais souvent, ils ont des plus petits rôles, comme John Amos puis Michael Nouri, ils ont eu des carrières, mais c'est ça. C'est le genre de films-là, là, les dos de musclés avec des cheveux longs. Là. Pépin Méry, ça n'existe plus, non? Non.
Ils ont fait un Bamba, puis je pense que c'est leur dernier film. Non, ça c'est... C'est la Canon, je me mélange avec c'est la Canon. Mais eux, ils ont... Un de leurs derniers films, il me semble que je l'ai vu en plus. C'est genre un trailer, là, puis ils ont vendu la compagnie. Bon, ben, c'est pour ça qu'on peut trouver les films comme ça sur Internet. Exact, C'est grave que ça, finalement. Après. Non. Hey, je pense qu'on va laisser l'homme hologramme sur cette dernière vision, celle de petits cercles de métal qui tournent sur eux-mêmes dans un rétro-éclairé dans un laboratoire de méchants. Puis ça sert à rien, c'est juste là. Ce qui est drôle, c'est que j'aime tellement ce film-là que je me sens excité à en parler. Oui, aussi. Quand des fois on parle d'autres choses, puis je suis super relax, là, je suis comme là, puis là, il y a ça, puis là, il y a ça. Tu sais, c'est ce genre de film-là. J'espère que c'est écoutable au moins pour les gens à la maison. Ouais, je pense que oui. Allez jeter un coup d'œil sur YouTube. Là. Je pense que si vous combinez... C'est le genre de podcast où vous pouvez l'écouter avant d'avoir vu le film, puis c'est bien correct. Vous allez vous en tirer pareil. Puis tout va être comme si c'était la première fois. Vous allez pas voir les chats venir. Je vous garantis. Je vous garantis. Hey, on se donne un rendez-vous pour ce mercredi au lancement de Cab à l'Atomic Café, 15h pour le lancement de U-Town. Sinon, l'album est disponible depuis ce matin, donc dans toutes les librairies au Québec. Écoutez, samedi prochain, le passage de Jake Dion à des si et des raies, et possiblement aussi le grand dossier de Julien. Oui. Sur Gaston Lagaffe. Ben ouais, c'est ça. Faites attention à vous autres. Je sais que moi y compris, mais il y a beaucoup de personnes qui sont stressées par rapport à la situation actuelle puis tout. Ben, faites-vous des cadeaux. Faites-vous au moins un petit cadeau par jour. Hein? Moi, ce que je fais... Ah non, je peux pas le dire à Job. Je peux pas le dire parce que ça... Des fois, je fais... Je vais le dire pareil. Des fois, je fais jouer des tunes d'entrée de lutteur quand je suis en réunion à Job. Mais tu sais, pas tout le long, mais quand le monde arrive, là, puis là, j'écoute, j'ai un grand sourire, le monde, c'est comme ça va, Benoît? Oui! J'écoute ça me fait rire. Parce que sinon, c'est long. Mm-hmm. Mais faites-vous des petits cadeaux. Puis si vous êtes malade, on a des amis malades, mais prenez soin de vous. Ça va bien aller. Écoutez, je ne vous mentirai pas, c'est pas tout le temps joyeux, mais moi, je vois les choses aller. Puis je pense que sur le long terme, le très long terme, ça va bien se passer. OK, on se dit à la prochaine. Puis on se revoit pour le 749e épisode la semaine prochaine. OK. Bye bye, ciao.